coffret, non? Attends, je sors une couverture de mon Gunna, tiens. Merci, Sam. Ah, attendez, j'allume un feu. Allez, chers auditeurs et auditrices, venez vous asseoir avec nous près de ce feu de camp virtuel, autour duquel on rentre de notre voyage Bahadash. Aïe, le compagnon grand poil et Zéphiriel. Aïe, vous deux. Je suis très contente de vous retrouver parce qu'on a fait une pause, la première pause en presque 3 ans de ce podcast. On a pris juste 1 mois de vacances, ce qui était quand même bien mérité. Après et je pense que c'était quand même parce qu'on n'avait pas réussi à accorder nos agendas, sinon on n'aurait pas fait de pause. Oui, en vrai, oui, on n'avait pas spécialement envie de faire de pause, on avait juste des soucis d'agenda. Mais en vrai, c'était pas plus mal de passer un mois d'août sans avoir à lire. Et puis vu que ça tombait très bien en termes de timing entre le tome 4 et le tome 5, c'était bienvenu. Et là, on est prêt à attaquer un nouveau tome qu'on va normalement plier en moins d'1 an, alors que, en fait, en termes de pages, il n'est pas si conséquent, mais quand on l'ouvre, il est vraiment écrit tout petit, avec des toutes petites marges. Je me souviens. C'est abusé. Genre, quand on lit 100 pages de ce tome-là, de toute la série, la livre de poche, tu les ouvres et tu fais, oh, ça va aller. Oui. Quand on lit 100 pages de ce tome-là, je pense que c'est équivalent à 120, 130 pages du tome précédent. Hein. Ouais, y a moyen. En termes de nombre de caractères, facile. C'est vraiment si petit. En fait, en comparant, sors ton tome 4, regarde les deux côte à côte et c'est vraiment plus petit. C'est surtout en comparant que c'est choquant. Parce que là, en le rouvrant, ça me paraît plus si petit. Après, je sais qu'on est pareil et qu'on met genre tous nos écrans en tout petit. Mais non, c'est vraiment minuscule. Ok. Donc là, on est parti pour le 32e épisode de la 19e Palabre. On attaque le tome 5 de La Tour Sombre qui s'appelle Les Loups de la Cala. Et je tiens à signaler, j'ai lu, si vous nous écoutez, et que vous n'avez pas encore fait les couvertures de vos nouvelles éditions qui sortent au mois d'octobre, merci de ne pas mettre des loups sur la couverture des Loups de la Cala. Parce que c'est pas ça. Tu vois, je suis plus d'accord qu'ils mettent des loups là parce que moi j'ai eu la surprise d'en voir que c'était pas des loups en fait. Et ça, je trouve ça assez agréable, je trouve. Oui, mais mettez rien. Ouais, mais tu mets le cathète, tu mets un truc qui est pas forcément, tu mets pas un truc, tu mets pas un loup. Quoi. Oui. Voilà, tu vois. Mais ne mettez pas des loups. Ou alors tu fais une illustration à la Johnny avec un loup qui hurle à la lune. La VO, elle est incroyable. Hein, mais pour ça. Elles sont trop belles. Peut-être pas là, mais ce sont des loups avec un masque de fer et une capuche verte. Oui, en fait, je pourrais les reposter sur le Discord. On les avait montrés sur les réseaux sociaux. C'est les nouvelles couvertures des éditions Odeur, ce qui est l'édition britannique et pas américaine. Ouais. Et toute leur édition de King est vraiment très très belle. Et la collection de la Tour Sombre, elle est trop belle aussi. En plus, sur la tranche, quand tu les mets côte à côte, et la tour elle grandit au fur et à mesure des tomes. Ouais, il y a un petit effet de style. Voulu, c'est pas comme les tomes de Urban qui ont une tour qui change de taille de manière aléatoire en fonction des bouquins que t'achètes. C'est horrible. Ça fait des étagères dégueulasses, je déteste. Oui, mais c'est comme le livre de poche, ils ont des nouvelles. Bon là, on n'en parle pas parce que c'est toujours parce que la Tour Sombre, c'est chez J'ai lu. Genre le livre de poche, ils ont ressorti des nouvelles couvertures de King et sur la tranche, tu te retrouves quand même avec des tailles différentes, des placements différents, des trucs à avant, à l'endroit, à l'envers, machin, truc, et tu fais ça trigger beaucoup de monde. Bref, du coup, sur ce tome 5, on lit aujourd'hui l'argument final, le prologue et les 3 premiers chapitres de la partie 1. Ça va être costaud, mais on est déter. Après un mois de repos, on peut au moins faire ça. C'est allé assez vite, je trouve. Oui, moi aussi, j'ai trouvé que ça allait assez vite. C'était assez fluide, on verra. Ça se lit assez facilement. J'ai peut-être un peu plus survolé parce que je connais quand même encore pas mal le début que sur les précédents tomes où j'étais vraiment accro. Là, sur ce début de tome, moi, j'ai quand même... je lisais un mot sur 2 ou pas loin, des fois. Oui, ça se lit bien. Ça se lit vraiment bien. Ouais. On a quand même quelques commentaires pour commencer avec notamment Clément Oui qui a pensé à nous en vacances. Je pense qu'il était en Grèce parce qu'il nous a envoyé, vous savez, les yeux bleus là, je sais plus comment elle s'appelle cet œil qu'on voit beaucoup en Grèce et en Crète. Et il nous dit qu'il pense à nous parce qu'il voit des sigles partout. Et il a quand même une question concernant l'âge de Roland. Est-ce que son âge reprend au même âge à chaque cycle ou vieillit-il à chaque fois? Quel âge peut-il avoir au début du pistolero de ce cycle-là et du premier cycle? Où placer le premier tome dans la vie de Roland? Combien de temps a-t-il cherché l'homme en noir au début du premier avant que son histoire ne soit racontée? Je ne sais pas si je suis claire. Si c'est pas le cas, j'essaierai de recommencer à la rentrée.
À l'âge de Roland, je crois que on s'était dit, on nous dit pas qu'il a une quarantaine d'années à un moment donné. Je me souviens pas que ce soit mentionné dans les premiers tomes. Ouais, je lui aurais donné ça aussi, mais en vrai, je sais pas. C'est un peu l'effet que ça fait entre 40 et 50, un truc comme ça, parce qu'après il vieillit sévèrement et il a beau être très très fort, au bout d'un moment à 80 balais, tu marches pas comme tu marchais avant. Il y a juste à la fin, entre tome 1 tome 2, il prend 10 ans, parce qu'il dit qu'il a dormi 10 ans et que voilà, il y a juste ça. Oui, il y a cette espèce de mystère. Oui, cette espèce de mystère où on sait qu'il a vieilli, qu'il a des traces de vieillesse. Moi, je trouve qu'on n'est toujours pas encore très sûr de... Est-ce qu'on lui donne l'illusion qu'il s'est passé 10 ans ou est-ce qu'il s'est vraiment passé 10 ans? Oui. Ça, tu vois, je sais pas trop. Le temps est mouvant chez eux, quoi. Oui, en plus, on va voir dans cet épisode-là, à un moment, il y a quand même un des Manny qui dit que Gilead est tombé il y a 100 ans. Et moi, j'étais en mode, attendez, comment ça, il y a 100 ans? Parce que quel âge a Roland? Je ne comprends plus. Et du coup, quand il fait des cycles, parce que ces cycles durent à peu près 1 an, donc quand il fait des cycles, est-ce que il y a que lui qui reboot ou, et donc, du coup, Gilead commence, enfin, tu dis, donc on sait pas. Non, tout le monde reboot, sinon il ne ferait pas les romans. Mais bien sûr, tout le monde reboot. Mais oui, effectivement, le truc du 100 ans, ça montre que c'est plus longtemps. Mais après, comme tout est fluctuant sur leur temps, dans le sens, le temps s'étend ou sera raccourci ou machin, il pourrait avoir 100 ans en fait. Il pourrait avoir 100 ans, ouais. Clairement. Clairement. Et pour moi, il revient à son âge initial à chaque fois qu'il reboot. Mais, parce que ça paraît logique en fait. Ouais. Pour moi, ça paraît logique. Ouais. Moi, j'avais loupé des commentaires sur Spotify parce que j'avais pas eu les notifications. Mais à sur l'épisode 29 de la 19e Palabre. On était encore à Magie et Cristal. Il nous disait « Je doute que la main noire aurait laissé tranquille Jonas si ce dernier avait pris la décision de fuir avec Coraline. Il l'aurait très certainement traqué et puni pour l'avoir trahi. Ne croyez-vous pas ?» Je suis pas sûre. Je pense que l'homme en noir, il laisse beaucoup le cas faire aussi, tu vois, qu'il est... Ouais, pour moi, il pousse. Il essaie de donner une petite poussée dans le bon sens, dans le sens qui, lui, devrait lui convenir. Après, ça marche pas. Ouais, je le vois pas comme un homme de vengeance, l'homme en noir, en fait. Effectivement, s'il a pas... Enfin, si le gars... si Jonas s'était barré, en fait, c'était le cas. Donc, c'était ce qu'il fallait faire, à mon sens. Donc, je le vois pas comme un mec... un gars de vengeance, je le vois pas comme ça. Mais... en plus, est-ce que ça aurait changé l'histoire, tu vois? Suzanne serait quand même morte, Roland aurait quand même récupéré le rubis, la boule de Merlin. Ouais, puis ça le rendrait un peu moins impressionnant, ça le rendrait un peu mesquin de vouloir se venger, tu vois. C'est un homme qui est vraiment très mystérieux, quand tu sais jamais ses objectifs, ses buts réels. La vengeance, c'est trop terre à terre pour un personnage comme ça, je trouve. Ouais, je suis assez d'accord. Ouais, je suis d'accord. Et enfin, on avait un commentaire de Zachary Leyer sur l'épisode 28 qui nous dit « Je rattrape peu à peu vos épisodes avec un plaisir non dissimulé. Je viens de tilter sur la voix de Hot. En VO, il s'appelle Oi, comme dans Little Boy, ce qui ressemble fort à l'interjection Oi, OI, qui s'écrit OI en tout cas, des hooligans ou des punks britanniques. D'où la comparaison avec un vieux footballeur écossais à la voix rauque que fait King. C'est très bien trouvé. Ok, trop bien. Trop bien. Très bien trouvé. Stylé. J'imagine donc assez bien sa voix à ce petit gars. Vous êtes au top de la tour. Écoute, merci Zachary, on adore ce genre de détails. Maintenant, je vais entendre, à chaque fois qu'on va en parler, je vais m'imaginer vraiment un vieux... vraiment, je vais avoir en tête le son, ce... Oh, yeah. Ouais. Ou tu peux penser au thé. Voilà, tu penses comme tu veux. La VF ou la VO. On va rester sur Oi, c'est pas grave. Du coup, Joseph, t'écoutes en VO, mais là, t'en as au Pistolero, donc il n'y a pas encore Hot, c'est ça? Là, je suis aux 3 quarts. Okay. J'ai fini Pistolero la semaine dernière. Ok. Et du coup, je me suis mis à écouter en VO pour voir ce que ça donnait. C'est incroyable. Ok. Vraiment trop bien. Ça marche. Indépendamment du fait que j'aime la tour sombre, c'est vraiment très bien. Le gars fait vraiment des voix de ouf. Enfin, je sais pas, parfois j'ai vraiment l'impression que c'est un autre mec qui parle. C'est trop marrant. Après, il y a une culture du livre audio aux États-Unis qu'on n'a pas en France. Mais donc on a un peu retard là-dessus. On m'avait dit quand même beaucoup de bien ceux qui l'ont écouté du narrateur en dehors des petites erreurs genre OT, oui. Mais que le narrateur français était vraiment très très cool aussi, il avait vraiment des bonnes intonations et il te donnait envie d'écouter la suite. Ouais, Jack France, on est encore sur Jack France. Je le ferai derrière, j'imagine. J'aurais fini la série, je referai ça en français pour voir.
Du coup, je crois que Grand Poil, tu as un résumé du tome précédent, du coup, et non pas de l'épisode précédent. Tout à fait. Alors, j'ai fait relativement court, hein, parce Bien sûr. On a de quoi dire. Ouais. Alors, après avoir survécu au train fou, Blaine, Roland et son cathette, Eddie, Susanna, Jake et Oté, reprennent leur route vers... Elle a failli s'étouffer. Reprennent leur route vers la tour sombre. Pour apaiser ses compagnons et expliquer un peu ses obsessions, Roland leur raconte un souvenir fondateur. Sa première mission en tant que jeune pistolero, envoyé avec ses amis Alain et Cuthbert à Mehis, je sais jamais comment on le prononce, pour enquêter sur un complot contre l'affiliation. À Mehis, Roland rencontre Suzanne Delgado, dont il tombe éperdument amoureux. Leur passion, aussi belle que tragique, se heurte aux intrigues locales et à la malveillance de la sorcière Réa Ducous, détentrice d'un des cristaux maléfiques appelés l'arc-en-ciel de Merlin, sous forme d'une boule rose. La lutte pour ce cristal scelle le destin de Suzanne et fait partir en flammes l'innocence de Roland. Le cathète reprend ensuite sa route de briques jaunes pour faire une nouvelle halte haute en couleur dans un château d'émeraude habité par un vieil ami, l'homme Tic-Tac, qui mourra rapidement, on pourrait se dire tout ça pour ça. Et pour rencontrer finalement RF, notre grand ami, qui essaye à tout prix de les dissuader de poursuivre sur la route du rayon. Mais, liés par le cas, ils reprennent le chemin des nuages. Oui, sur le sentier du rayon, j'adore ça. Ouais. Est-ce que en vacances, sur la plage, en regardant si je voyais des formes dans les nuages, j'essayais pas de regarder s'ils partaient pas tous dans la même direction. En fait, de sentir une sorte de traînée de nuages qui dérive un petit peu du reste, en mode on est attiré par quelque chose. Et non, j'ai pas le trouvé. Est-ce que c'est le cas? Non. Non. Moi, je suis en Bretagne, ça souffle toujours et ça va que dans un sens, donc. Écoute, ni à Oléron, ni en Bretagne, il y a le sentier du rayon. Je ne l'ai pas encore trouvé, mais j'ai pas perdu espoir. Avant de commencer le résumé du tome, je voulais refaire un petit topo vu qu'on commence un nouveau tome un peu sur ce livre-là. En fait, il est paru en novembre 2003 en VO et en septembre 2004 en VF. C'est le premier tome des 3 que King a rush après avoir eu son accident en 99. Et il s'est passé 6 ans depuis le tome précédent. C'est la plus longue durée entre 2 tomes de La Tour Sombre. Ouais, c'est pour ça. T'as dit quelle année pour l'apparition de celui-là, pardon? 2003 en VO et 2004 en VF. J'essaie de me souvenir, parce que si moi j'ai vécu cette durée... Parce qu'en fait, j'ai mes vieilles éditions Magie et Cristal, c'est l'édition d'avant, et celui-là, c'est la première de la nouvelle édition de J'ai lu. Donc je pense que j'ai subi ce hiatus un peu long. Ah putain. Oui, 6 ans, c'est long. Hein. 6 ans, c'est long. Là, nous, on lit une traduction revue et corrigée par Marie de Prémonville. Et en fait, moi, dans mon édition e-book, alors c'est pas dans la version papier, il y a un moment donné, sur la page où ça dit traduit de l'américain par Marie de Prémonville, machin, il y a noté que la traduction, que le texte a été revu et augmenté, je sais plus, je l'ai mis dans le Discord hier, je crois, enrichi par l'auteur. Alors je pense que il y a un problème du côté de J'ai lu dans les versions, dans leur page de garde des versions de La Tour Sombre, parce que on avait déjà mis au clair que King n'a revu que le premier tome, justement parce qu'il allait écrire les 3 derniers. Il a réécrit le pistolero, enfin il l'a réharmonisé, il a rajouté des trucs machin, parce qu'en gros King en 99 il a son accident, il s'en remet, il se dit je peux pas crever sans terminer cette putain de tour. Je sais où je veux emmener Roland et son cathète. Je réécris le premier tome parce qu'il est sans queue ni tête. Il est complètement décorrélé en termes de style et d'harmonie avec le reste. Je mets dedans tous les historiques qu'on a relevés pour préparer la fin, machin truc. Et il a retouché que le premier. Au moment où paraît en 2004 en VF Les Loups de la Cala, J'ai lu, republié les 4 premiers tomes, le premier en traduisant la nouvelle version du Pistolero, le 2, 3 et 4 en revoyant la traduction. Et donc là, dans cette version 5, on est juste sur normalement, ce qui est la première traduction d'un texte qui n'a jamais été revu ni augmenté par l'auteur. Il y a juste un truc sur, mais je reviendrai dessus après, sur 2 nouvelles qui ont été retravaillées, qui ont été intégrées dedans. King, il aime bien faire ça, mais c'est un texte original, inédit, exclusif et complet dans la version qu'on a chez J'ai lu depuis sa première parution. Et donc si vous avez des e-books qui traînent où il y a marqué traduction revue, texte enrichi, machin, c'est du bullshit. Ils se sont chiés dessus sur leur page de garde. Il y a qu'une seule version des Loups de la Cala. On s'en sort pas, c'est un enfer, ça me saoule.
Donc, on est sur une version... Moi, ce que je vois aussi sur Vinted, c'est « Ah là là, je le mets à 8 €, le livre tout pourri, parce qu'il est illustré. » Oui, alors toutes les éditions de La Tour Sombre sont illustrées, et ce tome en particulier est illustré par Bernie Wrightson. Ah, merci. Merci pour l'accent. Qui a fait notamment des superbes illustrations de Frankenstein. Oui, que j'ai vu à l'expo BD et comics qu'il y avait au centre Pompidou, et il est vraiment c'est un très... J'aime pas trop le travail qu'il a fait là pour La Tour Sombre, mais il a fait vraiment des choses très belles par ailleurs. Et donc j'en parlais avant la publication du roman. Il y a 2 extraits qui avaient déjà été publiés. Calabrin Sturgis a été publié en 2001 sur le site officiel de King. Je pense un peu en guise d'apéritif pour attendre entre le moment où il a commencé à écrire et le moment où il a commencé à publier 2 ans plus tard. Et The Tale of the Grey Dick a été publié en 2003 dans Max Sweeney's Mammoth Treasury of Thrilling Tales, bref, un magazine. Et les 2 extraits ont été incorporés sous une forme révisée dans le roman, évidemment. Oh. Et on parlait tout à l'heure, Zef, du narrateur du livre audio. En fait, ce tome-là est dédicacé à Frank Muller, qui entend les voix dans ma tête, écrit King. Et en fait, Frank Muller, c'était le narrateur des 4 premiers tomes. Et il a eu un grave accident de moto en 2001 qui l'a laissé dans le coma jusqu'à sa mort en 2008. Ouais. Je viens de péter l'ambiance, mais du coup, en fait, il a lu les 4 premiers tomes, il s'est crash en moto et il en a plus jamais relu. Et donc, au moment où King écrit, Frank Muller est toujours vivant, mais ça fait, je pense qu'il vient d'avoir son accident au moment où King commence à écrire, vu que c'est 2001 dans l'idée. Ouais. Et quand King a fini de publier, Frank Muller n'est toujours pas décédé, mais toujours dans le coma en tout cas. Et notons. Le mec, il ne fera jamais la fin de La Tour Sombre. Non. Ben non, il est parti. Ouais. Si, après, techniquement, est-ce que ses proches lui ont lu la fin de La Tour Sombre pendant son coma, tu vois? J'allais dire, sinon, il est dans l'autre deux mondes déjà, mais c'est ok. Certainement. Il est en train de dire à Callahan que c'est pas un pistolero. Et notons que Jack France, qui est le narrateur des livres en VF, est décédé aussi avant de terminer La Tour Sombre, mais je crois que lui, il est décédé après le tome 5. Il a lu jusqu'au tome 5, et 6 et 7, c'est une autre personne qui a pris le relais. Ok. Il me semble. Du coup, on commence avec l'argument final. Ce qui est marrant, c'est que King avait dit, je sais plus si c'est au tome précédent qu'il l'avait dit, que en fait il veut pas que les gens commencent la lecture à partir du tome 5 et qu'il arrêterait de résumer les tomes précédents dans des espèces de prologues ou que sais-je. Les tomes suivants. Et les tomes suivants, pas précédents. Donc au début d'un tome, il arrêterait de résumer les tomes précédents. Ah pardon, oui, d'accord. Okay. Tu vois, c'est ça que je veux dire. Et en fait là, il le fait, mais parce je sais plus si c'est dans une interview ou ici à la fin du précédent, qui dit, en fait, je veux pas que les gens commencent avec le tome 5, donc je ferai pas ça. Et en fait, il le fait. Donc, il résume grosso modo les tomes précédents et leur mythologie. Moi, il y a un truc où je l'ai écouté directement sur Audible, et Jack France, dont on parlait, et à un moment donné, il m'agace, parce que, en fait, dans Jack France, quand il lit, lui, il dit que de 1984, Roland ramène Eddie Dean, alors qu'il y a marqué qu'il le ramène de 1987. Et je me dis, comment tu fais pour lire 84 alors qu'il y a marqué 87? Ça m'agace. Juste en dessous, il y a marqué 1964. Oui, je pense que c'est ça. Oui, je l'avais vu aussi, je pense que c'est ça. Mais c'est dommage parce que si les gens écoutent avec autant d'attention qu'on le lit là, il faut attention aux dates, machin, un truc, en fait, ça induit un peu en erreur. Mais admettons, ça arrive, les erreurs. On a aussi une page après l'argument final, on a une page avec 3 citations, dont une de Roland Deschamps, comme s'il existait vraiment comme les autres. Ouais, c'est marrant. Ouais. Et c'est une phrase, dites-moi si je me trompe, que Roland ne prononce pas dans les premiers tomes. Donc je crois qu'il ne prononce jamais même, mais. Ouais. Et donc c'est marrant de se dire qu'on a une phrase de Roland, mais qui n'a pas été prononcée dans ce que nous on sait de Roland. Ouais, ça, elle est inédite, tu peux vendre ton tome plus cher. Oui. Et la chanson de George Cromwell, en fait, on a une chanson, il est cité, c'est Wandering Boy, la chanson. Nous, là, forcément, on a une version traduite de la chanson parce qu'ils l'ont mise en VF. Mais en fait, dans la VO, il y a un truc intéressant qui se passe, c'est que King, il a un peu modifié les paroles par rapport à la chanson originale. Et je trouve qu'il y a un côté qui sous-entend un peu
une version entre deux mondes de la chanson, un peu comme Hey Jude ou je sais plus quelle chanson, il y avait des paroles qui changeaient un petit peu parce que c'est pas tout, parce que c'est la version entre deux mondes aussi. Ouais. Ensuite, on a une page avec Résistance et on a une page avec 19. Et on attaque le prologue qui s'appelle Crané. Et j'ai noté que Zef en VO, comment tu prononces Crané? Runt. Ouais, et il y a un côté où ça ressemble à ruint, la traduction de ruiner, tu vois, un peu. Ah, ouais, en anglais, runt, c'est plutôt généralement, c'est le plus petit de la litière chez les animaux, c'est vraiment le... Ah, marrant. C'est l'inverse de ce qui leur arrive finalement dans le, dans le roman. Ouais, et je trouvais que dans la prononciation, ça ressemble un peu à ça, ouais. En fait, c'est parce que c'est celui dont tu prends soin derrière, en fait. Oui. Tu dois t'occuper. Donc on rencontre Tian Jeffords, un fermier qui a 3 champs, dont un lopin de terre qui a pour nom Fils de pute, ce qui va me valoir un ban sur YouTube. Son of a bitch, en anglais. C'est Motherfucker, voilà. Non, Son of a bitch. Ah, Son of a bitch. Ouais. Ah, oui, parce que ouais, non, Motherfucker, ça veut dire autre chose. Son of a bitch. Nique ta mère. Je sais pas d'où ça vient, quoi, c'est vraiment drôle. Ce lopin de terre est plein de guêpes mutantes et de trous qu'on voit pas. Tellement pas que le bétail ou les humains s'y cassent une patte. Le seul à ne pas avoir peur des guêpes, c'est un certain Andy. Une petite préparation. Du coup, Tian laboure ce terrain en harnachant Tia, sa sœur. Une crânée qui, comme les autres crânées, a atteint une taille prodigieuse, décrite comme un âne au visage vide, qui rit en ne comprenant sans doute rien à rien. Sachant que là, on a les pensées de Tian à ce moment-là. C'est comme ça qu'il voit sa sœur. Tian est interrompu par l'arrivée d'Andy, un robot de 2 mètres, le dernier de Calabrine Sturgis, à la grande joie de Tia. Alors, est-ce une erreur de traduction? Mais quand il lui dit que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes, dans sa tête, il répond qu'il devrait lui donner une réponse qui est connue, mais et dans le texte, il y a marqué « Et puisses-tu en connaître 2 fois le compte ?» Ah oui, c'est une petite variation. Oui, c'est une variation, mais on l'avait déjà vu, ouais. me semble-t-il, quand... Ah merde. C'est pas quand il rencontre les gens dans Terre perdue? Je crois pas. Ouais, me semble-t-il que c'était une variation déjà là-bas. Ok. On avait dit, c'est pas exactement la même chose et tout. Mais du coup, je m'interrogeais si c'était une variation de la trad ou c'était une variation, on va dire, régionale de la façon de se dire bonjour. Alors, j'ai regardé, je l'ai pas noté, mais me semble-t-il que c'était... Alors attends, j'y vais tout de suite, regarde. Parce qu'en VO, c'est « May you have twice the number », un truc comme ça. C'est peut-être là, ça ressemble à une traduction littérale de l'expression, mais qui est pas. Si c'est ça, c'est que c'est juste pas cohérent avec les précédentes. Mais Although Tia had surely heard the standard response to this, and may you have twice the number. Ah, du coup, c'est la bonne. En fait, c'est une mauvaise trad. Ouais, in 1000 times or more, he could all she could do was a month's weather. Ouais, ok, ouais. C'est du mot. Heureusement que Marie de Prémonville a revu et a harmonisé toute la traduction. Ça aurait été dommage. Enrichi. Putain. Bon, bref. Andy est un robot messager, parmi d'autres fonctions dont l'horoscope, mais ça on y reviendra, fabriqué par North Central Positronics en collaboration avec les industries Lamerck. Il traîne tout le temps dans la cala à délivrer des horoscopes qui n'ont aucun sens, ou pas, pareil, on le verra après. Mais sa principale fonction est, semble-t-il, de prévenir de l'arrivée des loups de Tonnefoudre. Juste, là j'aime bien parce que ça correspond à plein de choses qui se passent jusque-là en fait. C'est en fait on sent que King il accélère vachement les choses là. Ouais. Parce que tous les termes, on sent que t'es dans l'entre-deux-mondes, quoi. Tu vois, il y a plus aucun doute de. Autant avant, on avait des petits trucs qui avaient le cas, le machin. Là, c'est Kababé, Crané, Cajaford, Jintuit, grand-père qui est pas écrit de la même façon, alors en français en tout cas, mais du coup, j'ai pas regardé. Babé. T'as tous les termes qui te disent, ok, on est vraiment dans un autre monde. Il y a la façon de parler est plus la même. Palabré est complètement normal dans la façon de parler. Tu vois, il y a tout un truc. Et moi, j'aime bien... je trouve qu'il n'y a plus de temps à perdre. King, il dit, bon allez, faut que je montre qu'il y a un truc qui est différent, quoi. Ouais, parce qu'il a quand même passé 4 tomes à alors pas que faire expliquer le monde, mais à expliquer le monde parce que il y a 4 des personnes qu'on suit qui sont pas de ce monde-là. Enfin, 3 des personnes qu'on suit qui sont pas de ce monde-là. Et avec Roland aussi, vu qu'il réfléchit beaucoup, on nous explique aussi beaucoup les choses par les yeux de Roland. Alors que là, on est directement plongé dans la vie d'un fermier avec sa sœur et le robot du village, machin truc. Et en effet, vu que pour lui les choses sont évidentes, pour nous elles doivent être évidentes aussi. On est direct immergé. Oui, bien sûr, ça marche bien, mais c'est juste que du coup t'as un truc de
tu vois, il pourrait très bien les faire parler normalement comme nous en fait, mais effectivement, il part tout de suite sur des tu vois, à Mégis, les gens, ils ont pas autant de termes, pareil, tu vois. Ouais. Il reprenait juste à Mégis, il reprenait ce qu'il avait déjà mis en place pour montrer que c'était logique, mais il mettait pas énormément de trucs en plus. Et là, en 3 pages, t'as pris déjà plein de termes. Je sais pas ce que ça veut dire. Ouais. Et ça, plus le Nord Central Pisotronic, en gros, avec Andy, machin. La Merck aussi. La Somme, la Merck qu'on avait déjà vu sur. On a vu à Tulle. Chardic. Ouais. Lude, ouais. Et Chardic aussi. Ah oui, il y avait la Merck aussi sur Chardic. Mais tout ça, voilà, ça s'est repris. Et t'as la somme de sa truc qui fait 19, tu vois. Ah, tout fait 19 trucs, tu vois. Ouais, vraiment. Voilà. Donc Andy annonce aussi que les loups arriveront dans une lune complète, soit environ 30 jours. Il tente de commencer à chanter mais se fait stopper par Tian. Et Tia, la jumelle géante de Tian, commence à brailler. On comprend au passage qu'elle est revenue crânée de l'Est. Elle n'est pas née comme ça. Andy a une autre info. Il commence à parler d'étrangers, je cite, venus du monde de l'extérieur, qui sont sur le sentier du rayon au nord-ouest de la ville. Et là, autre agacement, parce que Jack France, dans son livre audio, il dit que c'est qu'ils viennent du nord-est, et pas du nord-ouest, et c'est important. Et tu vois, pour qu'ils se plantent dans les dates, dans les directions, c'est juste que le temps fout le corps. Non, c'est pas si important que ça. Roland lui-même va nous le dire dans pas longtemps que des choses qui se trouvaient au nord-est se retrouveront au nord-ouest après. Oui. Finalement, je comprends ce que tu veux dire, mais au final, dans ce monde-là, les directions... En fait, j'ai juste un truc qui me trigger dans le sens où moi je me mets à la place des fans français qui pâtissent d'une traduction qui laisse à désirer sur certaines choses et qui en plus parfois est mal lue. Et tu fais franchement les gars, ça fait un peu double peine quoi. Bah en fait, plus t'as d'intermédiaires, t'as des erreurs. C'est toujours pareil. Lisez en VO. Oui. C'est pas il y a des choses très si vous êtes intéressé par ce qui se perd à la traduction et pourquoi traduire c'est forcément trahir ou interpréter. C'est Rebecca Kwong dans Babel qui en parle très très bien. C'est un gros pavé mais il est hyper intéressant pour ça et c'est un peu de la fantaisie, donc si vous avez lu La Tour Sombre, vous lirez très facilement Babel, et ça parle de ça, et ça réconcilie un petit peu avec les traductions. Moi, je l'avais vu parler aux Imaginales à des conférences sur la traduction. Ça m'avait un peu réconcilié avec les traductions. Après, je trouve qu'il y a quand même des trucs où faut pas pousser, et que traduire Touch en Shining, ça saoule, quoi. Mais parce que là, c'est vraiment des partis pris qui servent à rien. Mais je suis pas prête à tout pardonner, ok. C'est juste, en fait, on a l'impression que les gens qui lisent pas en VO, c'est l'enfant pauvre de la littérature, et tu dis c'est dommage. Surtout quand tu découpes, enfin là ils l'ont pas fait avec La Tour Sombre, mais quand je vois Livre de Poche qui découpe des livres qui sont en un tome en VO et qui les découpe en 2 ou 3 tomes en VF, tu te dis franchement si vous faites des thunes avec ça, oui, mais ça veut dire du coup dégager du budget pour la traduction, pour la relecture. Bref. Et donc du coup, Tian envoie balader Andy au moment où il commence à vouloir chanter, ou enfin en tout cas non, au moment où il commence à leur parler des étrangers venus du monde de l'extérieur. On avait déjà parlé, mais ils font de 2 religions ou de 2 personnes, le Christ et l'homme Jésus. Oui. Je trouve ça intéressant. Ouais. Je trouve ça marrant. Oui. Et c'est là qu'on nous introduit le vieux avec une majuscule, dont on se demande qui ça peut bien être. Oui. Ouais. Oui, parce que Andy va aller le voir à Notre-Dame de la Sérénité, parce que lui, il n'envoie jamais balader Andy, et il est toujours intéressé par les étrangers. Alors, exactement, les mots, c'est le vieux ne lui disait jamais d'aller se faire foutre. Enfin, on n'y a pas avec le dos de la cuillère. Et on fait la rencontre de Zalia, la femme de Tian, et mère de leurs insupportables jumeaux, Eda et Edon. Ils ont aussi Liman et Lia, et Aaron, un enfant sans jumeaux jumelles, ce qui le met en sécurité. Ouais. À la tête de son mari, Zalia a compris « les loups arrivent ». Elle hurle, les loups emportent des enfants, même des petits qui n'ont que 3 ans, et les leurs sont plus âgés que ça. Et par la suite des événements, Tian et Zalia qui observent l'un sa sœur crânée, l'autre son frère crâné, eux qui ne le sont pas par coup de chance, on comprend qu'un jumeau sur 2 est emmené par les loups et revient crâné. Tian veut se rebeller, mais comment ? Calabrine Sturgis est livrée à elle-même et n'a pas de moyens, cela dure depuis des générations, mais pas plus de 5 ou 6 générations, il n'avait pas ça du temps du grand-père de son grand-père. Ouais. Ce qui est en plus impressionnant, c'est qu'il y a quand même énormément de jumeaux et jumelles dans cette ville, quoi. Ouais. C'est... Quasiment tous, il y a très peu de singletons. C'est vrai. Singleton, tu peux le dire en français. Singleton, ouais. Ah ouais, ok. C'est un nom français ? Oui, français. Pour moi, single, c'est seul. Un singleton. Un singleton. Ouais, je pensais que c'était anglais, c'est marrant, parce qu'en anglais, on le reprend aussi. En anglais, il y a le même. Hein. Ouais.
Ok, un cingleton, très bien. J'aime bien qu'ils mettent tout de suite le truc du... l'enjeu du tome, il est tout de suite là, en fait. Toi, t'as aucun doute. Premier chapitre, on te dit, voilà, l'enjeu, ça va être de sauver la ville et de sauver les enfants et de se rebeller contre ça. Ouais. Et du coup, c'est intéressant. T'as un effet un peu... comment ça va se passer qui est plus intéressant que qu'est-ce qui se passe. Parce que tu sais qu'ils vont gagner, quoi qu'il arrive. Enfin, quoique. Parce que je savais qu'ils allaient gagner. Je savais que Roland et Catet allaient gagner, peut-être en perdant quelque chose. Mais, ils étaient forcément gagnants sur le fond. Quoi. Mais c'est intéressant, je trouve. Et ça fait terriblement western, encore une fois. Hein. Vraiment, la ville sous la coupe d'un grand méchant et les gens arrivés de l'extérieur qui sont là. C'est très exactement un western. Oui, et puis ce truc de toute façon, on n'a pas besoin de les payer parce qu'ils ont un code d'honneur, ils n'ont pas d'autre choix que nous aider, tu vois. Mais j'ai un petit truc quand même sous les planchers de ma cabane que je vais leur donner parce que bon. Je suis d'accord. Tout petit truc. 3 fois rien. Tian est plus Tian ou Tian? Comment vous le dites, vous? Tian. Ouais, parce que Tian, après, j'ai faim. Ouais. Oui, c'est vrai. Tian est plus malin que beaucoup à la Cala. Il sait calculer, lire et écrire. Il va convoquer un conseil de ville pour essayer de convaincre les autres de se battre. À la Cala, la nuit de la moisson existe aussi, et hasard du calendrier ou pas, elle approche. Mais les traditions ne sont plus tellement célébrées, à part quelques pantins dans le feu. Ici, on a davantage à se préoccuper qu'organiser des fêtes. La moisson, c'est bon pour les villes de riches privilégiés. Ici, on craint les loups. Les hommes de la Cala se réunissent à la salle du conseil. Tian les y attend avec la plume de la parole entre les mains. Tian transmet l'info, les loups reviennent après 23 ans d'absence et il veut que l'on se rebelle. Je dis là, en un tout petit passage, on a pour moi 2 trucs qui me font beaucoup penser à 2 King. Un, c'est la tempête du siècle, mais je crois qu'on en a déjà parlé la dernière fois. Mais ce côté où, ok, en fait, il y a une crise, il y en a qui en veulent à nos gamins, on se réunit tous dans une salle pour en discuter, qu'est-ce qu'on fait ? Très la tempête du siècle, et ce côté de les loups ils reviennent après 23 ans d'absence, on n'est pas très loin du cycle de Gripsou qui est de 27 ans. On n'y est pas tout à fait, mais il y a un côté toujours un peu cyclique chez King, une espèce de petite obsession à la répétition pour ce genre de phénomène en tout cas. Je relève juste encore que dès le début le mec il dit j'ai partagé votre kef, tu vois, un truc de encore une fois on est c'est très frontal, quoi. Ouais, il faut avoir lu. Clairement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est King, il veut qu'on ait lu le reste avant. On débute pas par les loups de la Cala, quoi. Les hommes ne sont pas convaincus. Comment se battre contre des non-humains? Mais la discussion est interrompue par un porte-parole Mani, un vieil homme avec une longue cape noire et une cicatrice sur le front. Et je crois que là, je me suis un peu mélangé les pinceaux. Je sais plus si c'est lui ou si c'est un autre qui a une solution un peu radicale qui dit que on fait la teuf pendant 30 jours, après on tue tous les gosses, parce que comme ça, au moins ils auront c'est le Mani qui dit ça. C'est le Mani qui dit ça. Parce qu'ils viennent juste avant, ils citent... Ça va être plus simple. Ouais, non, mais ça, il cite l'Ancien Testament juste avant en disant oh là là, l'ange de la mort, il sacrifia le premier-né de chaque foyer, gna gna gna. Oui, voilà. Donc bon, on n'est pas sur la solution un peu simple. C'est pas parce qu'on va tuer l'un qu'ils vont pas enlever l'autre. Non, lui, il disait, on fait la teuf pendant 30 jours, on tue tous les gosses, comme ça, une fois rentré bredouille, peut-être que les loups ne reviendront plus jamais. Je dis oui, je peux dire que ça soit tout à fait une bonne solution. En vrai, c'est pas idiot, après vous refaites des gosses en vrai. Oui, mais du coup, ils reviendront les chercher. Rien garantit qu'ils reviendront pas. Peut-être qu'ils ne reviendront plus jamais. Mais ça... c'est à tester, L'espoir fait vivre. Dans cette situation un peu horrible et terrible. Ouais, mais si tu testes pas toutes les solutions. Ouais, mais du coup, il y a un truc, et c'est un peu la discussion qu'il y a à ce moment-là, qui est, est-ce qu'on préfère pas sacrifier un enfant pour en sauver un plutôt que sacrifier tout le monde? C'est le dilemme. Le choix de Sophie, hein, voilà. C'est littéralement l'histoire du choix de Sophie, hein, je spoilerai pas. Aucune des solutions proposées par les hommes ne semble de toute façon de bonne solution. Surtout que c'est prendre beaucoup de risques pour seulement la moitié des enfants, c'est ce qu'on disait. Ils sont tous résignés à donner un enfant pour sauver l'autre. Ils ont peur de mettre les loups en colère et sont persuadés de ne pas avoir les moyens de leur tenir tête. Il y a ça aussi, hein. On est une bande de fermiers face à 40 ou 60 loups, on sait pas trop. Donc il y a un long débat avec des points de vue qui s'opposent. Tout le monde n'est pas concerné de la même façon. Entre ceux qui ont plusieurs jeunes jumeaux et ceux que des singletons, c'est forcément difficile de se mettre d'accord, même s'ils sont tous plus ou moins d'accord sur le fait que chaque fois que les loups viennent, ça affaiblit tout le monde un peu plus. Il y a un passage où ils disent et si on quittait les lieux quelque temps, si on emmenait les enfants à l'ouest, jusqu'à la branche ouest du fleuve, il y eut un moment de silence pensif devant cette idée audacieuse. L'embranchement ouest
de la Wii, je sais pas comment tu prononces la Wii, je dirais, par logique, mais se situe quasiment aux limites de l'entre-deux-mondes, où, selon on dit, un grand palais de cristal vert était apparu récemment pour disparaître tout aussi mystérieusement peu de temps après. Ouais, c'est drôle ça. Et alors oui, bref. Et surtout, je m'étais dit, là, il délimite l'entre-deux-mondes. Tu vois, il y a un truc de... Et je me dis, s'il faut, en fait, quand on discutait de ce qu'était l'entre-deux-mondes dans le monde de l'entre-deux-mondes, comme il y a le monde ultime, il y a peut-être un truc de tout ce qu'il y a entre le monde ultime et, je sais pas, Gilead, par exemple, c'est l'entre-deux-mondes parce qu'il y a le monde de Gilead ou le monde extérieur et le monde de l'intérieur, le monde ultime, quoi, tu vois. Et il y a un entre-deux qui couvre tout ça. Oui. J'ai l'impression, je le traduisais un peu comme ça. Mais tu vois, plus que la ref, moi je trouve intéressant qu'on nous dise que le palais de Oz, du coup, il est apparu pour eux, et une fois qu'ils en sont sortis, il a disparu. C'est pas, en fait, moi dans ma tête, le palais a toujours été là, juste il a été occupé à un moment donné par l'homme tic-tac. Non, c'est en fait, il a été presque convoqué, et une fois qu'ils en sont partis, il a été effacé. On a discuté la dernière fois, je crois, de se dire, est-ce qu'ils n'ont pas franchi une faille, et ils sont dans un autre endroit, dans un autre... Ah oui, c'est vrai. Voilà, on se disait, s'il faut, ils sont rentrés dans le monde de Oz le temps de quoi. Et du coup, non. Mais, en fait, mais peut-être que c'est le monde de Oz qui est rentré et qui est reparti. Venu. Ouais, complètement. Il a débordé. C'est ça. Dans le débat, on a la première ref des armes volantes dont les loups disposent, mais on ne sait pas plus trop le nom. On nous cite vibrante, furtive, bif d'argent. Ça, on aura la ref plus tard. Telford parle même des loups comme des guerriers de l'œil cramoisi. Mais le vieil homme a la cicatrice en forme de croix sur le front. Leur doyen, qui paraît plus vieux que le monde lui-même, s'emporte. Et on a son nom, Père Callahan. Il n'est pas d'ici, il vient d'un autre monde. Il a une autorité indiscutable qui oblige à l'écouter parler, qu'il ait la plume ou pas. Callahan est colère, il veut que les hommes de la Cala se battent. Ce ne sont que des fermiers tous, mais il a une solution. Il veut engager des tueurs armés. Au nord-ouest, il y a 3 pistoleros et un apprenti, tous redoutables, et à 6 jours de marche d'eux. L'info fiche tout le monde dans le silence. Pour eux, les pistoleros ont disparu depuis longtemps, mais il faut aller vérifier. Alors un petit groupe de quelques hommes va aller voir. Et c'est là où, à un moment donné, les manient en discutant et disent que Gilead est tombé il y a 100 ans. Ouais. Mais il faut s'assurer qu'ils peuvent se battre à 4 contre eux, voire à 4 contre 4, voire 60 créatures très fortes. Et pour les hommes, il faut trouver une raison qui les fera se battre pour eux, et Callahan a une idée. Il a ramené de Jérusalem's Lot. Et là, on nous drop le nom au cas où on n'est pas encore compris que c'est ce Père Callahan là. C'est bien le même, c'est pas juste un nom sorti du chapeau. Encore compris, faut l'avoir quoi. Tu dis s'il faut, c'est le même nom, le machin. Il y a la cicatrice sur le front. Jack, tu vois. La cicatrice. Suzanne, Susanna. Allez, en fait, si t'as pas lu le bouquin, au moins tu vois. Jérusalem Lot peut te faire penser à Salem et dire oh faudrait peut-être que j'aille dire Salem. Oui, parce que la VO de c'est Salem's Lot, c'est pas Salem tout court, c'est Salem's Lot en VO. Je dis oui, la cicatrice ça nous dit clairement que c'est ce Callahan là. Après en fait, il nous met tellement les mêmes noms partout que sans la cicatrice et sans Jérusalem's Lot, tu peux te dire c'est un autre Callahan, ça n'a rien à voir parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup des comme ça. Oui, voilà. Le donc chapeau des prénoms des noms de King quoi. En tout cas, il a ramené de là-bas quelque chose qui pulse sous son plancher et dont il veut se débarrasser avant qu'elle ne le ronge, et il pense qu'elle pourra les intéresser. Et nous, puisqu'on a lu Magie et Cristal, on comprend de quoi il s'agit. C'est vrai. J'aime bien qu'il parle ils viennent 3 pistoleros et un apprenti. Oh. Si tu savais. Moi, au début, j'ai compté, je me suis dit, c'est Hot l'apprenti. Je fais, ah non, c'est Jack. Ça aurait été drôle qu'ils disent 4 pistoleros et un apprenti. Mais quand même. Vous avez des choses à dire encore sur ce prologue ? Non, j'avais marqué Babi avec les manies, je trouvais ça marrant. Ouais, Babi. Et j'aime bien qu'on mette la règle des pistoleros. Ah, Dean, j'ai oublié de regarder. Dean, on en avait déjà parlé, le Dean, ce que c'était, oui, je crois. Le chef du cadet. Oui, mais est-ce que ça avait été prononcé avant ou est-ce que je regarde encore ? Ah si, ça a déjà été prononcé par les petits jeunes dans le précédent. Du coup, tu inaugures ton Concordance 2 ? Bah non, parce que du coup, ça a été déjà regardé. Donc, je n'ai pas besoin de regarder. Ok, mais tu vas l'inaugurer avec ce tome. Oui, clairement, oui. Donc, première partie, Vaadash, chapitre 1, le visage qui se reflète sur l'eau. Et le nom de ce chapitre est dû à un proverbe de Mégis qu'on a tout au début du chapitre qui dit « Le temps est un visage qui se reflète sur l'eau ».
Et je suis désolée, mais ça veut rien dire. En tout cas, je comprends pas. Moi non plus. Je comprends pas, c'est quoi ce parce que titre de chapitre Mais en fait, c'est parce que l'eau coule, donc, si tu regardes sur une rivière, l'eau coule, donc fait avancer le temps, et ton visage vieillit quoi qu'il arrive. Plus tu vas le regarder, plus il va vieillir. Je pense que mais le temps est un visage qui se reflète sur l'eau. Tu fais, Non, mais ça, c'est de la poésie. Quelle dose de morphine tu prenais en... Il faut aller regarder Battlestar Galactica pour comprendre ça. Quelle dose de morphine. C'est pas ceux qui regardent Nora dans Leftover qui comprennent ça, apparemment. Alors, tu fais référence à une discussion qu'on a eue en off. C'est pas très gentil. C'est pas très gentil. Regardez Leftover. Non, mais il est en train de me chambrer parce que Zef c'est en famille à regarder Leftovers, alors que j'ai commencé Battlestar Galactica et je continuerai. J'ai le temps avant de continuer. Voilà. Vadash. Vas-y. Concordance, tome 2. Ah, enfin. 150 € le tome. Page 529. Clairement, acheter des cartes magiques plutôt que ça. Pardon, j'exagère. Le Vadash est un état comparable à celui du rêve lucide. Cependant, il est vachement mieux, le Concordance 2, je fais une pause, il est mieux édité. Les polices d'écriture, il est plus complexe, plus complet. Je sais pas comment expliquer ça, il est un peu mieux. Okay. Cependant, contrairement au rêve éveillé, ce sont à la fois le corps et l'esprit qui voyagent dans le Vadash. C'est le carillon ou Kamen, comme ça se prononce avec un E, qui annonce l'entrée dans le Vadash. Les manis en cape bleue sont coutumiers du voyage d'un monde à l'autre via Vadash. Certains des cristaux magiques de Merlin peuvent aussi vous envoyer contre votre gré dans les ténèbres entre les mondes. Les escapades Vadash ne sont pas sans risque. De nombreux monstres rampent dans les crevasses qui s'ouvrent entre les différentes strates du réel, voire entre section portail, je n'irai pas. Voilà. Mais c'est marrant parce que du coup, ils vont en parler après du Vadash et de ce qui se passe entre les mondes et que tu peux rester bloqué. Ouais. Et que voulais-je dire ? Je voulais dire que c'est tout dash en anglais. Oui. La trad est bonne. Ouais. En fait, c'est va à dash en la vraie trad. Ouais. Voilà. Bah c'est ça, il y a 2 A. Oui, je sais, mais c'est pas en un seul mot. C'est pour comprendre que le va à dash, tu vois. Si, c'est en un seul mot parce que c'est tout le tout dash, c'est en un seul mot aussi. Le voyage Todash. Oui, nous on dit Todash, mais Todash, c'est en un seul mot. Dans les deux cas, je me demande si c'est pas juste. Enfin, tu vois l'expression to dash en anglais, ça veut dire se précipiter. Ça veut dire c'est une forme de voyage quelque part un petit peu. Oui, mais les Anglais ont cette facilité de contraction des mots, ou de termes pour en faire un mot ou truc qui est logique pour eux en fait, mais qu'on n'a pas en français. Ouais. C'est pour ça que je précise que c'est ça que ça veut dire. Ouais. Mais, et tu vois, aller à dash, pour moi, c'est une vieille expression française aussi. C'est pour ça que je trouve que la traduction, elle est, si c'est vraiment ce qui a été, comme ça qu'elle a été pensée, s'il y a un vrai rapport, et c'est plutôt bien fait. En plus, les mots se ressemblent complètement. Ouais. Aller à dash, c'est une vraie expression. Aller à dash, c'est une expression qui dit tu pars loin, tu pars à perpète. Aller à dash, tu vas à dash. Ah, je sais pas. Trop bien. Ouais, c'est une bonne trad. On peut leur reconnaître ça. Oui, il y en a, il faut le dire. Comme Shining. Bref, donc au début de ce chapitre 1, on nous résume le dernier tome et on répète que les notions de temps et de lieu ne sont plus fiables. Le temps je cite, ramollit, tout paraît plus long puis tout à coup plus court, comme si le temps s'était perdu, et on ne peut même plus faire confiance aux points cardinaux. Alors, ça c'est le passage 1. Ouais. Et en fait, c'est précisément ce passage qui, moi, m'a fait comprendre, pour ma théorie, que les personnages vivaient à la vitesse de lecture des gens, parce que Eddie, justement, dans ce passage-là, dit « Oh là là, j'ai l'impression que ça fait longtemps qu'on est là. » Oui, mec, t'es bloqué là depuis 6 ans, parce que l'autre, il a pas écrit depuis 6 ans. Il a failli mourir, en plus, donc peut-être un peu t'as un peu ce truc-là, en fait. Et c'est ça qui m'a fait remettre en question la méta de... En fait, ce sont des personnages de bouquins qui se rendent compte du temps qui passe, mais que pour eux peut ralentir ou accélérer suivant si... À la fin d'un passage, tu viens de dire « Et 6 ans après », bah boum, il y a 6 ans après qui se sont passés et ils l'ont pas vu passer. Et je trouvais ça malin. Ouais. Et c'est là aussi dans ce premier passage qu'on commence à nous parler de leur obsession à tous pour le nombre 19. Oui. C'est juste après, je crois. Non, c'est là.
Non, c'est la fin du point 1. Non, c'est là. Ouais, avant ça, on nous dit quand même qu'ils marchent depuis qu'ils ont été remis sur le sentier du rayon. Eddie ne sait pas depuis combien de temps, c'est là où il se perd un petit peu. Il en a perdu toute notion, et il a même perdu notion des saisons. Et il y a un moment donné où il a l'impression qu'on est plutôt en hiver, genre début d'hiver, je crois qu'il cite novembre et tout. Et alors, coïncidence ou pas, je pense pas que ce soit une coïncidence, mais ce tome en VO a été publié en novembre. Et Eddie dit qu'il a l'impression d'être en novembre. Alors que ça n'a pas été écrit en novembre. Je pense pas que ce soit calculé comme ça. Mais c'est marrant. Ça pourrait. Mais ça marche avec la méta. C'est ça. Et donc, en effet, on nous replace du 19, un nombre mystère dont on n'a pas encore résolu la bizarrerie, mais auquel repense Eddie sans raison. Donc, tous, ils marchent depuis longtemps, puisque ça fait plus d'un mois qu'ils sont sur ce qui semble être une vieille route, qui suit plus ou moins le sentier du rayon, et les a menés jusqu'à une épaisse forêt où ils peuvent chasser pour manger et qui est propice aux histoires. Et j'aime bien le détail qui nous dit que Roland écoute celle de son compagnon avec le même intérêt qu'un anthropologue, les histoires d'un autre monde. Et en fait, j'adore à quel point Roland prend les histoires au sérieux. Parce que déjà, il est extrêmement premier degré, et en plus, les histoires pour lui, c'est pas des blagues, quoi. C'est vraiment, elles disent quelque chose. Limite, la fiction n'existe pas, en fait. J'adore. C'est un vrai. Il cherche le sens derrière l'histoire. C'est comme ça qu'il essaie de comprendre la culture, le monde dont viennent ses potes. Mais parce qu'ils savent qu'elles viennent de quelque part, bien sûr. Ils respectent le fait que ça crée des mondes. Ouais. Et les Keebler, plus que d'elfes de Keebler ou autre, il parle de ça dans le passage 2, Keebler, Keebler, c'est des bonbons aux États-Unis. C'est une marque de bonbons. Il y avait un elfe dessus, c'est pour ça qu'il parle d'elfe. Ah oui, ok, oui, c'était ça. Oui, c'est vrai qu'il parle de tout ça. On nous reparle de 19, qui est devenu leur réponse à tout, presque comme une blague ou un mot magique, sans qu'ils ne sachent pourquoi. Tout est 19, de la même façon que toute chose sert le rayon. Ils se transmettent toujours leurs pensées, toujours grâce au pouvoir du cathète, qui est amplifié par le touch, ou sans doute le shining en VF, de Jake, mais pas aussi fort que celui d'Alain, mais pas mal quand même. C'est dans le passage 2 aussi, un truc que j'ai adoré, qui m'a fait vraiment kiffer, c'est quand justement Roland parle de la façon que les gens dans le monde d'Eddie et Sunana ont de classifier les histoires en une seule sorte. Oui. Qu'ils ne veulent avoir qu'un seul goût dans la bouche. Et moi, ça me fait marrer quand tu lis La Tour Sombre, où t'as des mélanges de tout et n'importe quoi. Ouais, j'adore. Ouais. Franchement, ce début de tome est parfait. On a tout ce qu'on aime. On a des promesses de plein de choses. On a un premier mystère qui est posé. On retrouve le cathète. On se rend compte qu'il se passe des trucs au sein du cathète et tout. Enfin, et je trouve qu'il n'y a pas ce côté laborieux. On sent pas qu'il s'est passé 6 ans. Évidemment, qu'il répète des choses à tous les débuts de tome. On réinstalle un peu certaines choses et tout. Mais c'est pas laborieux comme ça peut l'être, par exemple, quand on lit La Clé des Vents. C'est vraiment, ce début de tome est parfait. Ouais. Est-ce que King a eu ce même présage du 19 avant d'avoir son accident, tu vois? Mais il y avait déjà des 19, mais avant son accident, mais pas autant, ouais. Mais il y avait déjà quelques 19, c'est marrant. En tout cas, Jack ne comprend pas trop la notion de touch, jusqu'à ce qu'un jour, il trouve en forêt des boules rêves, des fruits de la taille de tennis avec des cornes, qui ont la même odeur que le bon pain. Déjà, il y a une chose... Le bon pain de chez Bazar, avec 2 A. Exactement. Ouais. Et donc, je me demandais en VO si c'était aussi ça ou pas. Me semble que oui. Sinon, je pense que c'est la trad française qui s'est permis 2, tu vois. Oui, parce que... Passage 2, passage 3. Hein. Passage 3. Tout le début du passage 3. Bah, pour moi, ça peut être que de la... Enfin, c'est de la trad parce qu'en anglais, il s'appelle pas Bazar, il s'appelle Needful Things. Ouais, c'est pour ça que je me demande de la VO ce que c'est. Oh là. Non, il rigole. Il rigole. Oh merde, il rigole. Rien à voir. Gotha Zabar. Z-A-B-A-R. Oui, en fait, c'est un mélange de bazar, sauf que du coup, là, ça fait une connexion avec Needful Things qui n'existe pas en VO. Ouais, okay. Et c'est quoi la VO de Boule Rêve? Parce que nous, c'est un mélange de boules et de rêve, mais parce que c'est une... Balls. C'est une... Je crois que... Hein? Dream Balls. Je crois que c'est Testicle Dreams. Putain, j'ai pas pensé. Tu vois, les vacances que ça me fait de pas avoir fait d'épisode avant, j'ai perdu les habitudes d'aller tout rechercher. J'avoue. Faut plus qu'on fasse ça. One eternity later. Ah, c'est des Muffin Balls. C'est marrant. En fait, il y a le côté biscuit.
Mais il y a le côté petit gâteau et auteur de petits gâteaux. Il n'y a pas le côté rêve, quoi. Non. Moi, j'aime bien Boule Rêve, c'est ok. Ça me dérange pas. Non. Alors, vous les voyez pas, mais ils font tous les deux une mot en mode. Ouais, non, mais après. Pas sûr. En fait, c'est on va dire que la traduction prend des libertés pour leur donner un aspect encore plus mystique, vu qu'on sait qu'avant, dans la suite, on va voir qu'elles ont un vrai effet sur les rêves. Ouais, c'est un peu. Je préfère Shining, tu vois, à choisir. Ah non, ça je suis pas d'accord. Non, parce que Shining, ça crée une connexion qu'il n'y a pas avec le multivers de King. Quand bien même on se dit c'est peut-être un autre nom pour Shining, là ça assume un truc qui, tu vois. Est-ce que dans Shining, du coup, il parle du touch? Non, mais il parle des boules rêves. Non, mais en anglais. En anglais. Ah, je sais pas. Bah écoute les Shining en anglais, tu nous diras. Écoute. Ou faut que j'ai le bouquin, mais je l'ai pas. Donc les boules rêves, ce sont des baies. C'est pas très bon cru, mais si on les fait frire, c'est proche de la viande, explique Roland. Mais Jake est préoccupé par autre chose. Il a senti des hommes l'observer quand il cueillait les baies. 4 personnes selon Jake. Mais Roland, qui les avait déjà sentis, c'est qu'ils sont 6, dont une femme et un enfant. Ils viennent de l'Est et les suivent depuis quelques jours. Il attendait de voir qui du cathète les repérait en premier. Il est malin. Je pensais que ce serait toi, Eddie, je suis déçu. Ouais, mais ta mère. C'est vraiment le daron toxique. Je t'ai sauvé 3 fois la vie déjà, je peux pas tout faire. Moi, j'aime bien est-ce qu'ils sont dangereux? Non. Pourquoi? Parce que sinon, ils régaleraient déjà les mouches. Ouais. Sous-entendu, ils auraient déjà attaqué et s'ils étaient une menace, ils auraient déjà défoncé. C'est ça. Non. J'avoue, c'est Roland tout craché, mais j'aime bien. Oui, j'aime bien aussi. Non, il y a ce côté où, en fait, il est tellement clairvoyant. Non seulement il sait que des gens l'observent, en fait, il sait que s'ils sont pas venus jusqu'à eux, c'est parce qu'ils sont pas dangereux. Et il dit même que, en fait, que c'est bien. Après, il le dit dans le point 4, là, on est au point 3, mais il dit plus tard que s'ils sont là, c'est parce que, justement, ils sont pas dangereux et que c'est ça leur problème. Et il est vraiment malin. Et c'est à la fin de ce point que, justement, Eddie et Suzanne se disent que le temps a redémarré. Oui, exactement. Pour aller toujours dans le sens... Ouais. Oui, parce qu'il écrit maintenant. Oui, juste après que, exactement, parce que King a repris l'écriture, et juste après que Roland se soit dit que, en fait, ils vont juste attendre de voir ce qui se passe et que les visiteurs, ils viendront quand ils auront envie de venir. Ouais. En tout cas, ce soir-là, tout le monde se régale des boules rêves et Roland les prévient. Les baies font faire des rêves très réalistes qui peuvent demander de se forcer à se souvenir quand on rêve. Donc là, on le répète, pas besoin de tour de veille pour le pistolero, les visiteurs ne sont pas dangereux et c'est bien ça leur problème. En rêve, Eddie retrouve Jake et Hot sur la première avenue. Susanna est totalement absente. Moi, j'aime bien quand il reparle de qu'est-ce que ça te fait, ça te décalque, machin et tout. En fait, quand il dit ça te fait le planer, et Roland dit planer, je comprends pas. Il dit ça te décalque, t'es parti, tu vois des trucs comme quand t'as pris la mescaline ou t'es allé dans ce cercle de pierre où cette chose a failli, tu sais, elle a failli me faire du mal. Et il parle de l'oracle dans le tome 1. Et Roland réfléchit un moment, replongeant dans ses souvenirs. Il y a une sorte de succube emprisonné dans une cercle de pierre. Oh là là, qui ça pourrait être? Du coup, c'est juste le petit fusil de Tchekhov de on va reparler de ça, c'est marrant. Oui. Je rappelle que c'est Mia. Oui, on l'a réfléchi. Là, je vous vois perdu. Vous voyez pas, mais ils sont tous les deux perdus. De quoi il parle? Non, on t'écoute. J'avais compris que tu parlais de Mia et que, préparation paiement subtile. Une belle préparation. Hein. Chapitre 2. Le délire de New York. Jake a la sensation de faire une chute, puis entend un carillon dont chaque note est de plus en plus insupportable. Puis quand il ouvre les yeux, plus ou moins, le voici dans l'effervescence de New York, Hot à ses côtés. Pardon, fin du point 5 juste avant, il y a quand même un gros passage où il dit, ils arrivent à New York, et il y a un gros truc qui dit la partie reprend, la partie reprend, et je suis pas sûr que ce soit pas un message de King à lui-même, où il se dit continue, ça reprend quoi, tu vois, je reprends l'écriture, c'est reparti quoi, t'arrêtes plus, ça se finit. Ouais. Mais c'est moi qui vois ça quoi. Ok. Notons que du coup là, quand ils sont à New York, à un moment donné, Hot il dit Ake et que le narrateur il dit pas Ake. Voilà. Il dit Ake. Oui. Ake. Putain. Il dit qu'il a toujours pas compris. Non. C'est bizarre, il remet les mêmes lettres. Il doit pas se prononcer pareil, c'est pas possible, il est pas si con. Je veux dire Hack.
Sans même les voir, les gens qui avancent sur le trottoir les évitent parce qu'ils les sentent. Plus loin, ils retrouvent aussi Eddie. Puis dans cet autre où et cet autre camp, il se voit, lui, vivant. On est le 31 mai 77, le jour où Jake a filé à l'anglaise de Piper. Donc cette version n'a pas été... Donc dans cette version, il n'a pas été renversé par la voiture et il s'apprête à aller à la maison de Dutch Hill. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit en nous précisant les choses qu'il va rentrer dans le monde. Ouais, exactement. Et je me souvenais pas qu'il se croisait lui-même. Je trouvais ça incroyable. Ouais. Je me souvenais complètement pas de ça. Et le jour où il est filé à l'anglaise en VO, c'est une expression qui dit I took the French leave. Ah, marrant. Nous, on dit filer à l'anglaise, eux, ils disent filer à la française, quoi. C'est drôle. On s'adore. Les mecs, ils se vengent un peu. On s'adore avec les Anglais, c'est pas nouveau. Hein. Tu dis à la française? Bah, nous, on va dire à l'anglaise. C'est drôle. Ils revivent la journée de Jake, la journée où il a vu la rose dans le terrain vague. Jake se suit lui-même, mais sent que quelque chose cloche. Ils ont une intuition bizarre, un mauvais pressentiment. Après tout, c'est un peu ce qu'on ressent dans les rêves, mais Eddie a l'impression que dans ce monde, la tour est tombée, parce que tout paraît sombre malgré leurs ombres prononcées. C'est marrant qu'il se croise lui-même. Franchement, il y a un truc j'aurais presque envie de relire le passage de Terre perdue où il va justement à la boutique. Voir s'il n'y a pas des indices. S'il n'y a pas un moment où il ressent un truc bizarre dans la rue. Genre quand il se croise mais sans se voir parce qu'il le voit, il peut pas se voir. C'est pas lui. Mais non, c'est pas ça. C'est les gens dans New York, ils voient pas Eddie et Jack. Mais ils ressentent des gens qui sont là. Ils les esquivent naturellement et tout comme ça. Je me dis, ça aurait été cool que King, dans une version enrichie, aurait écrit ce passage en mode il évite un truc qu'il ne voit pas sur le trottoir. Quoi, tu vois. Oui, mais en fait, nous, le Jake qu'on a lu au début, c'est le même Jake que là, mais c'est pas le même Jake qu'il est en train de suivre. Tu vois, si on se dit qu'il y a plusieurs Jake selon les timelines, les versions et tout, en fait, nous, le Jake qu'on a lu, c'est normal qu'il y ait personne à esquiver parce que lui, il a pas encore fait cette boucle-là. Oui, on n'a toujours pas résolu de savoir si Jake vient du monde ultime ou pas, en fait. C'est le monde ultime. Et d'ailleurs, le monde clé. Le monde clé. Oui, le monde ultime, c'est dans l'entre-deux. Oui. Le monde clé. Le monde ultime, c'est une zone géographique. Le monde clé, c'est la version de notre monde qui est la version contient King. Oui, bah si, mais oui, là, on n'a toujours pas résolu ça. Alors on a la réponse là. Notre Jake à nous, il ne vient pas du monde clé, mais là on suit le Jake du monde clé. Oui. Mais pourquoi là on vient pas du monde clé? On le sait pas là. On sait pas que c'est le Jake du monde clé. En fait, je reparle après. Au moment quand il rentre ou quand il ressort de la librairie, je sais plus, il lit le panneau. Sur le panneau, il y a marqué, il y a Stephen King. Le panneau a changé. Le panneau a changé. Il y a pas Stephen King dans la première version du panneau. Je suis trop con. Alors qu'ils sont alors que c'est la même année. Et en fait, à ce moment-là, King a déjà publié 3 romans, donc il est déjà connu parce qu'il a été connu dès son premier roman. Mais dans le monde dont vient le Jake que nous on suit, il n'y a pas King sur le panneau. Bien sûr. Surtout, il n'y a pas la femme de Bachman, mais ça on reviendra, on va revenir dessus après. Ah putain, on arrête de prendre des vacances. Tu vois, j'ai décroché, du coup je l'ai pas vu ça. Putain, je m'en veux, j'aurais trop dû le voir. Bien joué, trop bien, bravo. Jake, lui, en tout cas, il a l'impression que des choses ont changé par rapport à sa version, mais il ne met pas le doigt sur quoi. Mais on y reviendra plus tard. Je savais pas que Narnia, c'était Lewis. Voilà. Ah, marrant. Ah oui. Je l'ai appris. Je me dis, what? C'est si vieux que ça, en fait? Et c'est marrant de trouver Narnia là, parce qu'en plus, c'est une histoire de passage de monde par des portes, machin. Oui, bien sûr. Ouais. Et en fait, quand j'ai vu ça, je me dis, d'où c'est Lewis, c'est Narnia, en fait. Il se fout de ma gueule, King. Je pensais que c'était une autrice assez récente, en vrai. Tu vois, de la hauteur du auteur de Harry Potter, comme ça. En fait, j'étais en mode, ah non, oui, parce que ça a été adapté quand Harry Potter a lancé une vague de... Oui, pour moi, du coup, c'était naturellement dans ça, quoi. Et j'ai jamais lu Narnia et j'ai pas vu. Je crois pas. C'est avec le lion, Narnia? Oui. Ouais, j'ai vu le 1. C'était nul. Le film n'était pas incroyable. Les films n'étaient pas fous. Ouais. T'as lu les livres Grand Poil, toi? Je crois que j'ai peut-être lu le premier, mais c'était il y a très longtemps. J'ai jamais lu tout. Ça pourrait être intéressant. Après, le problème des auteurs un peu vieux comme ça, c'est que ça parle beaucoup de christianisme de manière pas forcément très subtile. Il y a des moments, si t'es pas dans le bon mood, tu fais voir. Oui, ok. Et Eddie parle en disant Eddie avait l'impression qu'il faisait noir, comme si tout était qu'une facette fragile, comme la toile de fond d'un décor de théâtre. Au lever du jour dans la forêt d'Ardennes, ou un château au Danemark, ou bien la cuisine de chez Willy Loman. Pour le coup, je suis allé voir les refs.
Au lever du jour dans la forêt d'Ardennes, c'est As You Like It de Shakespeare. C'est bref. Au château de Danemark, c'est Hamlet. Et la cuisine de chez Willy Loman, c'est Arthur Miller, La mort d'un commis voyageur. J'ai aucune ref. Genre un peu Hamlet, mais je crois qu'il y a un truc très méta dans Hamlet. Comme assez connu, quoi. Oui, mais je crois que je l'ai jamais lu, à part avoir vu des films qui racontent l'histoire, je crois que je l'ai jamais lu. Il faudrait que je lise Hamlet, je pense que c'est super intéressant. Et As You Like It, Shakespeare, pareil, je crois pas avoir déjà lu Shakespeare. Bah si. Lequel, Roméo et Juliette? Oui. Ouais, du coup, j'ai pas envie d'en lire plus. En plus, tu l'as lu dans le cadre de ce podcast, parce que c'est quand même un peu... c'est Magie Cristal, quoi. En plus court. Bien sûr. En plus nul. À la librairie où il a acheté le livre de devinettes et Charlie le Chouchou, qu'il a pris d'ailleurs sur une pile de 21 livres et dont il ne reste que 19 livres, Eddie et Jack de l'Entre-deux-Mondes rentrent dans la librairie et Eddie a une révélation. Tout le monde est en danger. Dans cette version du New York de Jake, ce n'est pas Beryl Evans qui a écrit Charlie le Chouchou, mais Claudia E. Innes Bachman, une inconnue pour Eddie et Jake. Alors il y a un truc très très intéressant, qui est que King, quand il a commencé à écrire sous pseudonyme de Richard Bachman, il s'est amusé à inventer une vie. En fait, il a fait une biographie qui est présente dans les livres, surtout les premières éditions de Bachman, quand on ne savait pas encore que c'était lui. Et en fait, il s'est inventé une femme fictive qui est autrice, comme sa femme Tabitha, et il l'avait appelée Claudia Innes Bachman. Et dans cette version du Monde, du coup, Claudias I. Innes Bachman, il a rajouté un I qui veut dire et en espagnol, donc qui correspond aussi un peu à la sonorité de Claudia Innes, et ce qui fait 19 lettres. Ah oui, d'accord, ok. En fait, il a repris, il s'est dit, ok, Claudia Innes Bachman, elle existe déjà dans mon monde à moi, parce que c'est la femme du pseudo sous lequel j'écris, mais on va dire que ça fait 19, donc on va rajouter un petit Y. C'est marrant. Oui, c'est marrant. Juste ajouter que Eddie qui se dit que tout le monde est en danger ici, il commence à avoir des visions aussi. Ouais. Et ça fait longtemps que il sent des trucs, mais là il commence vraiment à avoir des visions parce que ça va être important pour la suite de comprendre qu'il en a régulièrement en fait. Eddie, tu veux dire? Ouais. Ouais. Parce qu'il a fait, c'est le seul à avoir rêvé de la tour, en plus, oui. On l'a vu, il fait des rêves il comprend que la tour va s'écrouler si on fait rien, il comprend que les gens sont en danger. Et du coup, savoir qu'il a des visions de futur, des sensations de ce qui va arriver, explique le moment où il meurt et le reste, quoi. Oui, il a des prémonitions, tu vois. C'est vraiment. Complètement. C'est dans l'institut, ça serait un meilleur personnage. Un Tissi, du coup. Attends, c'est quoi les précoques déjà? Un Pissi? Ouais, ça serait ça. Dans l'institut. Ouais. Oui. Jack et Eddie vont pour sortir de la librairie, mais Jack veut rester. Le panneau de la vitrine est différent. Il ne sait pas en quoi, mais il pense que c'est important. Et bien sûr que c'est important, parce que le nom de King n'était pas sur le panneau dans la première version de Jake. Bien sûr, putain. En plus, je l'ai surligné, je comprends même pas que j'ai pas cliqué. Moi, je l'ai surligné en me demandant, est-ce que le panneau c'est le même que dans la version précédente? Non, je suis allé vérifier. C'était pas. Et le nom qui change, c'est le nom de King avec les livres. Et c'est marrant parce qu'en plus, dans Kingslingers, ils se sont amusés à commenter le prix des livres qui, du coup, pour l'époque, était vraiment pas cher du tout. Alors que c'était un auteur à succès et qui se vendait pas à ce prix-là. C'est rigolo. Ah oui, tu m'étonnes. Et du coup, ça dit un peu de ce qu'il pense de lui, tu vois. Non, ou alors c'est parce que c'est du poche et de l'occasion. C'est pas forcément. C'est pas une librairie de neuf, il me semble. Oui. Quand tu vois 7 livres pour $5, c'est pas du neuf, Ouais. Oui, bien sûr. Il y a un truc marrant, c'est... tu vois, et Jake dit, il y a une chose dont je me rappelle, en quittant cette librairie, j'étais certain de ne jamais y revenir, et pourtant c'est le cas, parce qu'il revient en Vadash. Et il lui dit, oui, en se considérant que t'es un peu un fantôme, ça se discute, mais en fait, ça... Si on veut la méta réelle, c'est en fait, il a raison, parce qu'en fait, il rentre pas dans cette librairie réellement, en fait. Parce que c'est une autre librairie dont il... Oui, parce qu'il passe à travers les portes et tout. C'est pas la même librairie, parce que c'est pas le même univers, c'est pas le même Jake, donc il ne revient pas en sorte. Ouais. Je suis désolé. En tout cas, Jake de l'Entre-deux-Mondes se résigne et s'apprête à suivre Eddie, poursuivre le Jake de 77, quand une berline grise s'arrête devant la librairie et Eddie tique en voyant qui en descend. Moi, ça, j'avais oublié. Ah ouais? Ouais. Ça, je m'en souvenais fort. Le mind blow pour Eddie, c'est un délire. Ouais, j'en sais fort. C'est presque trop que ce soit lui, mais ça marche. Ouais, et il y a un effet à ce moment-là où tout s'assombrit, mais pour les deux, du coup. Et il y a presque un côté, je sais pas si c'est pour notifier que le temps est en train de passer dans leur rêve / voyage Vadash, ou s'il y a un côté, j'ai l'impression que plus ils sont sur la bonne voie, et plus ça s'assombrit un peu...
soit comme un radar AK, soit comme un jeu à tu chauffes, sauf que ça s'assombrit, tu vois. Ou alors une résistance, justement, un truc qu'ils devraient pas voir, quelque chose. Ouais, c'est un peu comme dans 22-63 où le temps se laisse pas faire quand il essaie de le modifier. Pour moi, je le voyais plus comme voir le danger, en fait. Tu vois, Balazar, en fait, il représente le danger et le mal, en fait. Du coup, il y a un peu cette aura qui va avec ça t'es en train de voir ce qui peut se passer, en fait. Ouais. Côté conducteur, Jack Andolini sort de la voiture et côté passager, un autre gars, mais surtout une version jeune d'Enrico Balazar, dans la quarantaine, qui est descendu de la voiture, l'homme qui a tué Henri et que Roland et Eddie ont donné à manger aux monstruosités. Eddie et Jack décident de retourner dans la librairie voir ce qui se trame. On comprend que Balazar, ou en tout cas ses employeurs, ont donné $100,000 à Tower. Balazar veut parler dans l'arrière-boutique, mais Tower refuse de quitter la caisse. Il consent quand même à laisser Aaron Dipno à la caisse, et on apprend au passage que Tower s'appelait Toren, c'est de l'allemand, et qu'il a fait changer son nom de famille. Nerveux, il emmène les 3 hommes dans l'arrière-boutique, qui était fermée à clé, et qui se referme devant le cathète, et dit tente un truc qu'il a vu dans un film, et il passe à travers la porte. Jack et Hot suivent. Et du coup, je me demande à ce moment-là, Eddie, il a été enlevé en 86, on disait, 87. Qu'est-ce qu'il a vu comme film pour avoir vu quelqu'un qui passe à travers un mur? Est-ce que c'est le passe-muraille? Est-ce que c'est quoi? Des films de fantômes, j'en ai pas de tête, mais c'est peut-être, ouais. Ghost, c'est quelle année? Je sais pas. Avec Patrick Swayze. Ouais. Je pense que c'est trop tard, mais... 1990. Ouais, c'est après. Ouais, trop tard. Je me disais s'il y avait un espèce de truc évident ou si c'est juste c'est dans plusieurs films parce que c'est un peu l'époque. Il y a une phrase que j'arrive pas à saisir quand il dit nous ne faisons pas affaire, répondit Tower. Son regard semblait attiré par Andolini. Jack crut deviner pourquoi Jack Andolini avait la tête du taré qui brandit une nuage dans les films d'horreur. Et Tower lui répond revenez le 15 juillet, on pourra peut-être discuter. J'ai bien dit peut-être et on pourra parler après le 4, je suppose, si vous le vouliez bien. Et je comprends pas le calcul, en fait. Ouais. Bon, 15 et 4, ça fait 19, pour le coup. Mais il y a un truc de... Pourquoi il parle du 15 juillet et du 4 derrière? Je sais, et en VO, c'est pareil. Ils en reparlent pas, ça, quand ils vont essayer de lire, justement, l'accord qu'il y a entre les deux, là? Je sais pas, peut-être. En fait, il possède l'accord depuis le 15 juillet 1976, mais je comprends pas pourquoi il parle du 4. Normalement, c'est pour un an, l'accord qui est là. Ouais. Et on s'approche du 1 an, de la date d'anniversaire. Mais Bon, c'est peut-être moi qui... En tout cas, les voilà dans un entrepôt où est affiché un calendrier sur la page de mai, Robert Browning. Rappelons que Robert Browning est l'auteur du poème qui a inspiré à King au moins le début de La Tour Sombre ou la célèbre phrase le chevalier Roland s'en va à la tour noire parce que c'est Child Roland to the Dark Tower Came, le nom du poème de Robert Browning. Non? C'est s'en alla à La Tour Sombre. Oui, c'est ça. Et étrangement, Balazar et ses hommes ont l'impression qu'ils ne sont pas seuls dans la pièce. Le carillon retentit pour Jake et Eddie et la pièce continue de s'assombrir. Ils sont en train de repartir. Il faut un truc qui est assez fou quand même, parce qu'on comprend qu'on peut rester coincé dans l'espace Vadash, et vu qu'ils y voient des yeux qui luisent et tout, c'est pas un endroit très cool. Et en fait, ils luttent pour rester et pour voir ce qu'il y a sur le papier et ce qui est en train de se passer. Et du coup, ils réussissent à apercevoir le morceau de papier que Balazar tend à Tower. En fait, c'est un protocole d'accord entre Kelvin Tower et la Sombra Corp qui concerne un terrain vague. Je cite, c'est le lot 298, numéro 19, situé à l'angle de la 46e et de la 2e. En fait, que Kelvin possède depuis à peine un an. Donc, parce qu'il est daté du 15 juillet 1976. Et les $100,000 l'obligent à protéger la propriété pendant un an. Au-delà de cette année, il pourra en faire ce qu'il veut et le revendre à qui il voudra. Nous, là, du coup, on comprend que, en fait, la Sombra Corp essaye de récupérer la rose, mais pour l'instant, ils n'ont pas les droits sur la rose parce que le terrain appartient à Kelvin Tower. Oui, ça la base. Jusqu'à la date du 15 juillet 77. Je sais pas pourquoi venir en reparler après le 4, je sais pas. Je sais pas. On le retrouvera peut-être à un moment, on verra 4 juillet, on fera. Peut-être, ouais. Et à un moment, on fera ça aussi, c'est quand Callan, il parlera de son histoire et qu'il parlera de Richard Patrick Serre, parce qu'on voit le nom sur le papier que tend Balazar à Kelvin Tower, et son nom, il fait 19 lettres.
Eddie et Jack repartent, flottent. Eddie appelle Suzanne, mais il n'y a que les ténèbres. Chapitre 3, Mia. Et Susanna, elle est en effet occupée ailleurs. On ne peut même plus dire qu'elle soit encore vraiment là. King nous repose le décor de qui sont Data, Susanna, machin. Mais une quatrième femme est apparue, Mia, qui veut dire mère en haut-parlé. Dangereuse, seulement préoccupée par le fait de nourrir le petit homme que le corps partagé porte. Moi, j'aime bien la phrase de Data. Elle n'avait rien à foutre du copain ou de la copine. Réa de Cos n'aurait pas renié Data, elle aurait vu en elle une sœur. Ouais, c'est ouf. De comparer Data et Réa. C'est violent. Violence, je sais pas pour qui c'est plus violent. Vraiment, j'ai un doute. J'avoue. Après, c'est leur haine à toutes les deux est nourrie par les mêmes choses, hein. Parce qu'on comprend que... ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Je me suis dit, j'aurais bien voulu voir la rencontre des deux. Ah ouais, genre, mon ami, viens, on va leur couper les couilles à tous. En vrai, je pense que ce serait défoncer la gueule. Ouais. Peut-être. Ouais. Est-ce que tu serais reconnu, j'aurais dit, oula, c'est pas bon. Bam. Ouais, il peut en avoir qu'une, quoi, tu vois, un vrai Highlander. Et effectivement, cette nouvelle femme tout aussi dangereuse à sa manière que pouvait l'être Data Walker s'appelait Mia, elle ne portait le nom d'aucun homme seulement. Ce mot, on nous parlait qu'il signifiait mère. En fait, je me disais, est-ce qu'il y a un truc à dire sur le fait que la seule femme du groupe, le seul personnage féminin du livre, quand même, parce que c'est quand même le seul vrai personnage féminin qui est là, quoi, à part Suzanne qui était un peu... prend autant plein la gueule tout du long. C'est une femme noire, elle est handicapée, elle se fait violer par un démon, elle se retrouve enceinte, elle va vraiment souffrir sa mère tout du long du tome, elle est divisée en 2, puis en 3, puis en 4. Waouh! Oui, à cette époque-là, les femmes chez King sont encore vachement des victimes, tu vois. Après, elle est forte, tout ce que tu veux et tout, mais oui, c'est... elle s'en remet. C'est une victime, elle s'en remet. C'est ça, enfin, c'est pas ça qui la drive finalement. Tu vois, c'est pas. Non. C'est pas cette difficulté qui la drive. Et clairement, on met très régulièrement de côté, en précisant que son handicap existe. On le met de côté dans le sens que ça ne pose pas de problème pour elle d'être une femme complètement normale et vivante et ainsi de suite. Oui, disons qu'elle fait avec, c'est pas donc ça pose pas de problème, c'est qu'elle fait avec, quoi. Ça, on met pas trop la lumière dessus. Il met pas l'accent dessus. Mais ce que je veux dire, c'est une caractéristique plutôt que une raison ou en tout cas une partie de l'histoire. Mais bon, elle en prend plein la gueule. Et vraiment, je me suis dit, bon, là... Ouais, mais est-ce que c'est pas pour nous introduire un nouveau personnage? Ça aurait été ok. Le but, c'est peut-être aussi de continuer à nous introduire du respect pour cette femme qui subit quand même tout ça et qui continue à être toujours un pilier dans le cathète. Oui, moi je trouve toujours ça un peu facile de faire enfin il y a ce truc où c'est relou, tu te dis c'est la seule meuf et donc du coup celle qui se fait violer qui est enceinte moi c'est ce trope là qui va un peu me saouler de me dire il nous faut un nouveau personnage, qu'est-ce qu'on va faire? On va la foutre en cloque elle, et tu fais non on saoulait avec autre chose, on sert à autre chose que ça. Mais je trouve que dans le contexte global, ça passe parce que le caractère est très bien construit, qui s'est construit un peu autrement et tout. Mais oui, je vois ce que tu veux dire, c'est la seule meuf et elle prend cher. Et en même temps, elle est à bien des égards plus centrale que d'autres personnages parce que elle prend cher. Donc oui, elle a un tome qui lui est dédié par la suite, dans le sens machin. C'est juste les autres alors je vais peut-être un peu Roland de côté mais en vrai ils souffrent pas autant en fait, tu vois. C'est juste Jack, en fait c'est ça qui me dérange. Oui, non, ils souffrent pas autant. Jack en a sacrément chié quand même parce qu'il est mort plusieurs fois, il a passé la maison, tout ça, il a vécu des choses violentes, mais oui, c'est pas tout à fait du même. Ça le rend en fait si tu compares à Jack qui passe la maison en haut de la colline là, en vrai ça le rend plus héroïque la façon dont il le fait. Parce qu'il surpasse ses peurs, parce qu'il y a un côté vraiment fort autour. Il subit pas, en fait, tu vois. Ouais. Il a un truc il y va de lui-même, il affronte le monstre, il s'en sort, Roland vient le sauver et tout machin. Il y a un truc héroïque, en fait, autour de ça. C'est du beau drama, en fait. Le Jack, il meurt 2 fois, quoi. Alors, 3. Oui, là, il est mort 2 fois pour l'instant. Oui, d'accord. Mais tu vois, à la limite, c'est plus simple de mourir que de souffrir comme Susanna elle prend là, tu vois. Mais bon, c'est juste ça. Je me dis, moi, ça m'a frappé de me dire, non, mais putain, c'est vrai que c'est elle qui prend encore quoi. C'est, je pense que les 3 autres n'ont pas autant souffert cumulés
que Susanna souffre depuis le début, quoi. Oui, mais du coup, il y a 4 femmes, tu vois, donc on est sur un bon équilibre. Ils sont beaucoup plus nombreux que ça. Non, mais c'est pas pour critiquer. Je sais, mais c'est un point intéressant. Encore une fois, le contexte de l'écriture, la date. Mais on peut critiquer, on peut très facilement critiquer, que ce soit des œuvres de maintenant ou d'il y a 20 ans, le fait que, en fait, il y a déjà il y a un seul personnage féminin, et en plus, elle comprend plein la gueule, fait bon. Okay. Oui, bien sûr. Après, elle passe le test de Bechdel. Mais bon, voilà. Ça m'a. Quand même, quoi. Ouais, c'est important à relever. En tout cas, Mia, elle est bien loin de ses préoccupations parce qu'elle a trouvé un banquet de nourriture et à ce stade, on ne sait pas vraiment si King nous parle d'un rêve ou d'une hallucination. Parce qu'on se doute bien que c'est pas réel. Mais on dirait qu'elle est dans un château, guidée par les odeurs alléchantes. Elle n'est pas seule, elle est suivie et observée par une ombre aux yeux bleus qu'elle identifie comme étant Arthur l'aîné. Et nous, on se doute bien, à ce moment-là, en fait, on nous a déjà dit plusieurs fois à ce stade-là que Roland, il ressemble comme 2 gouttes d'eau à Arthur l'aîné, parce que dans Lude, il y avait cette statue d'Arthur l'aîné, où Eddie s'est dit, putain, c'est une statue de Roland, et en fait, non, c'est Arthur l'aîné. Et du coup, elle le confond avec son ancêtre. Et c'est la statue qu'elle voit au milieu du château de Discordia, quand même. Ah, c'est la même statue. Bah là, la statue qu'elle voit là, c'est ça, non? C'est la même. Au point 2, là. Au point 3. Elle a vu une statue. Ah, j'avais pas noté qu'elle avait vu une statue, j'ai pas relevé. Il y avait un vestibule devant la haute porte. T'es au point 3 là, ça? Je viens de finir le. Oui, je suis au point 3, oui. D'accord. Bien que le visage on aurait dit un chevalier errant brandissant ce qui s'est ressemblé à un sicou et une courte épée au-dessus de sa tête. Bien que le visage fût presque lisse, le sculpteur n'avait pas fait que suggérer les traits. Mia savait de qui il s'agissait. Elle le savait très bien, ça ne pouvait être que lui. Je te salue, Arthur l'aîné, gratifiant de sa plus belle révérence. Je te prie de bénir tous. Je m'apprête à disposer pour moi et mon petit gars. Bonsoir à toi. Oui, en fait elle voit Roland, mais dans son hallucination, elle voit. En fait, moi, je me demande si elle voit pas Roland et dans son hallucination, elle pense que c'est une statue d'Arthur l'aîné. Non? Ah non, pour moi, elle est dans le château, elle. Oui. Pour moi, en fait, Mia, elle est dans le château de Discordia et elle voit ce qu'il y a dans le château. Et elle voit la statue de Arthur qui est là, en fait. Elle croise pas Roland, pour moi. Mia voit peut-être ce qui se passe dans le château. Susanna, non, parce que du coup, il y a une espèce. On le découvrira plus tard, mais il y a un vrai voile autour de ce qu'elle voit quand elle arrive dans le château. Donc c'est pour ça qu'elle voit peut-être une statue, mais c'est peut-être pas Roland. Ah non, attendez. Pardon. Mia, elle est à Discordia. Ah ouais, non, tout le temps. Moi j'ai pas ça en tête, c'est pour ça. Mia, elle est à Discordia tout le temps, en fait. Et on lui promet d'être mère à ce moment. Mais on le verra dans le tome, dans ce tome-là, je crois d'ailleurs. Tome suivant, dans le tome 5, 6. Mais en fait, Mia, elle est à Discordia. Elle est perdue là-bas, c'est une âme en peine. Et du coup, on lui promet d'être mère, et c'est pour ça qu'elle accepte d'être le démon, de l'oracle et le démon, et ainsi de suite. Mais du coup, ce qu'on voit là, c'est Mia qui le voit à travers Discordia pour guider Susanna pour aller manger, en fait. Oui. Du coup, c'est juste 2 choses qui se passent sur 2 plans différents, mais qui se passent quand même. Et du coup, pour moi, ce que Mia voit dans Discordia, c'est une réinterprétation de ce que les yeux de Susanna voient. Donc, en effet, je sais pas s'il y a un arbre qu'elle veut pas se prendre, peut-être qu'elle voit une poutre. Quand Susanna prend un crapaud, lui arrache la tête, elle pense que c'est une cuisse de poulet et tout. Donc, pour moi, elle a la même chose où je me dis dans quelle mesure ses yeux se sont pas posés sur Roland et les yeux de Susanna, et que du coup, Mia les a vus comme la statue d'Arthur l'aîné. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, moi, c'est à ça que je pensais. D'accord, ok. Dans la narration qu'on a après avec Susanna, il y a, pour moi, pas de doute que Roland n'ait pas vu, en fait. Okay. Enfin, il est assez discret. Il précise bien comme qu'il fait attention à ce qu'il ne soit pas vu, il efface ses traces et machin et tout. Donc pour moi, c'est juste Mia qui voit Discordia et qui voit qu'il y a une statue de Arthur l'aîné. Okay. Et ce qui est pas déconnant, hein. Encore une fois, hein, c'est pas grave. Enfin, c'est pareil, pour moi, assez logique. Mais je me disais juste, c'est marrant, quoi. Surtout qu'on sait qu'elles existent, les statues d'Arthur l'aîné. Qui a été volé par le roi pourpre. Le roi Cramoisi. Le roi Cramoisi, pardon. Ouais. Donc c'est ok qu'il soit à la base un truc d'Arthur l'aîné qui est quand même assez imposant. Ouais. En tout cas, Mia mange, mais pas dans les assiettes bleues et blanches, sans savoir qu'elle n'aime pas les assiettes réservées aux grandes occasions, à cause d'Odetta. Nous, on a la ref parce qu'on a lu trop bien, c'est les 3 portes, oui. Les 3 cartes. Elle se fait même la conversation, toujours observée par le pistolero qui ne peut que constater la folie dangereuse de Mia, qui ne se rend pas compte de sa présence, d'ailleurs. Oui, donc là, en fait, je l'avais dit là. Ni qu'elle imagine ce lieu.
Roland est ici par choix. Il s'est concentré sur elle au coucher pour la suivre pendant ses virées nocturnes. De plus, il a vu des signes de l'arrivée d'une autre identité, subtile mais bien présent. Et ce passage où Roland laisse les autres s'endormir avant lui nous permet de présenter ce qu'est le voyage Vahadash, puisqu'Eddie, Jack et Hot sont partis Vahadash. Ouais. Encore une fois, je suis désolé, le personnage de Mia, je l'adore. Il est incroyable, je trouve, le truc. Et du coup, je suis vachement touché, mais du coup, quand elle dit « Voici venir Mia », quand elle s'annonce elle-même à table, qu'elle dit « Voici venir Mia, fille de personne », je trouve ça ultra triste, quoi. Il y a une telle force et précision... pardon, même pas précision, on met tellement en avant la filiation dans ce monde du Pistolero que ne pas en avoir, c'est horrible. On l'avait mis en avant, on en avait parlé au tome précédent, je sais plus dans quel épisode. Rhea, elle est mentionnée comme ça à un moment donné, fille de personne. Toi, c'est marrant que du coup, plus rien en fait. Mais du coup, c'est marrant qu'on dise que Rhea aurait vu en Mia une sœur, alors que à deux moments du cycle, elles sont. Ah oui, en d'état. Oui, pardon. Ouais. Mais ouais, je trouve ça. Moi, ça me rend triste pour Mia parce que, enfin, Mia, c'est un personnage torturé de ouf, quoi. Mais je l'adore. Ouais. Mais voilà. Et du coup. King arrive aussi, pour un autre passage, à nous mettre encore du Kennedy. Il est vraiment trauma par JFK, quoi. Comment ça va, ma chérie? Ça va super. Merci tout cœur de prendre des nouvelles, Mia. Tu crois vraiment qu'Oswald tiraillait seul quand il avait descendu Kennedy? Jamais de la vie, Trésor. C'est un complot de la CIA. Pourquoi? Oui, après, c'est un truc qui était très présent au début où on nous a présenté Odetta, du coup. Parce qu'elle en parlait la première fois on voit Odetta, elle est dans la voiture avec son chauffeur, et elle parle de Kennedy comme étant le dernier pistolero avec son chauffeur. Donc ça boucle aussi ça, quoi. Deux choses. Un, le pistolero, donc, était pratiquement certain qu'elle irait se balader cette nuit encore, et cette fois encore elle a souffert, donc il sait qu'elle suit régulièrement, qu'elle y va complètement. Et merde, comment c'est pas là? Amoureux d'elle, comment pouvait-il ne pas voir ce qu'on voyait? Et en fait, j'aime ce petit merde, c'est plus tard qu'il le dit. Ah merde, désolé. Ah si, c'est plus tard. Enfin, c'est plus tard qu'il dit ça, donc je reviendrai après. Mais juste, Roland encore avec Eddie, petit connard, qui dit, il parle de Eddie et de Susanna, qui dit, ils sont amoureux. Ils sont amoureux. Moi, je le vois depuis toutes ces nuits qu'elle part et qu'elle fait des trucs. Comment Eddie, lui, il peut pas se rendre compte parce qu'il est amoureux. Et en fait, dire comment il peut pas voir ce que moi je vois. Et j'allais dire, ça va, on peut faire la liste de ce que tu n'es pas, connard. Vas-y, fais la liste. On a une bonne norme devant nous. Putain, ça rend ouf, quoi. Vas-y, tu peux prendre point 5. Donc Roland, à propos de voyage Vahadash, il se souvient vaguement quand Vanel lui a appris ce qu'était Vahadash, probablement quand il parlait des 7 cadrans de la magie. Il avait sans doute aussi cité à ce moment la secte Mani, donc la secte des voyageurs, on en avait déjà parlé, et l'arc-en-ciel du magicien. Mais il n'est pas sûr, puisque lui n'a pas voyagé Vahadash avec la boule rose. Il a voyagé dans son lui profond. Même si maintenant, il doute, n'aurait-il pas voyagé Vahadash après tout? Bien sûr. Probablement que oui. J'aime bien qu'il doute de lui-même sur ça, commence à se mettre un peu en question. Oui, et c'est ce qui montre que il évolue, parce que je pense que dans ses cycles précédents, il remet pas en doute des choses dont il était persuadé, ou il se remet pas trop en question sur ce genre de choses. Roland a vu ses amis partir Vahadash. D'abord, il y a un crépitement constant, comme un grésillement électrique. Eddie et Jack se tiennent la main, puis ils disparaissent peu à peu dans des genres de pulsations, laissant derrière eux un halo gris persistant, leur lien avec cette réalité. Mais Susanna, elle s'est levée, elle n'a pas voyagé Vahadash. Il ne peut pas réveiller Jack et Eddie, tant pis, il suit Susanna, il faut la protéger, c'est ça son boulot. J'aime bien, je me souvenais plus que les corps disparaissaient aussi quand on voyageait Vahadash. Oui, mais qu'il reste un espèce... Je trouve ça trop stylé. Ouais. Ils sont là, mais ils sont plus vraiment là. Ils sont quelque part. On dirait qu'il reste juste un petit, un calque, juste la forme. Exactement. Pour dire qu'ils doivent revenir là. Ouais. Et c'est fou parce que du coup, ça dit vraiment, c'est pas un rêve. Ils se sont téléportés en gardant un lien ancré là où ils étaient, quoi. C'est pas un rêve. Et du coup, mais putain, c'est pas là non plus. Je sais pas où il redit. Bref, il parle de Jack comme son fils adoptif à elle. Voilà, je le redis, c'est tout. Ah ouais. Non. Ça arrive. Elle a dit. Qu'est-ce que tu diras à elle si elle se réveille et qu'ils ont disparu tous les deux, son mari et son fils adoptif, en parlant de Eddie et de Jack. Voilà.
Quand il se demande s'il doit la suivre elle ou être brûlé ici. Mais du coup, j'ai loupé le passage où je l'ai pas noté, mais il me semblait que Roland à un moment se posait la question sur l'enfant que portait Suzanne. Oui. C'est après. Oui, c'est après. Ah ok, c'est bon alors. C'est à la fin du point 7, je pense. Ok. Ou en tout cas, ça, je l'ai relevé, je l'ai mis plus tard. Donc Mia serpente entre les arbres en fauteuil, qu'elle finit par quitter pour pénétrer nue dans un marécage où un squelette humain primitif est accroché à un vieux tronc d'arbre. Roland a du mal à la suivre, il est habillé donc moins fluide qu'elle, qui se glisse comme un serpent. Et surtout, il a mal à la hanche. Commence. Ah, mon gars, t'as 3 tomes de 1000 pages à avoir mal à la hanche, t'es pas au bout de tes peines. Grave. Au fur et à mesure de sa progression, elle attrape les sangsues sur sa peau et les dévore. Elle mange des grenouilles qu'elle a tuées en les faisant éclater dans sa main qu'elle serre. Et on comprend. Dans toute cette scène, on a un effet miroir entre ce qu'on sait qu'elle a imaginé et ce qu'il se passe réellement et que Roland voit. Roland remarque aussi que les seins de Mia sont gonflés. C'est hardcore. Sont gonflés et se demande si c'est son enfant à lui qu'elle porte. Ouais, voilà. C'était là. Mais une chose est sûre, c'est la créature dans ses entrailles qui provoque ça, ses envies de viande crue au milieu de la nuit. Un problème parmi beaucoup d'autres. Son petit gars a un sacré appétit. Ouais. Alors, je me permets, c'est pas ce qu'elle imagine. Hein. Ouais, pour moi, c'était ce qu'elle imagine pour ça. Oui. Et en fait, c'est Mia qui prend possession du corps de Susanna. Et en fait, elle voit Discordia parce qu'elle est là-bas, en fait. C'est juste, du coup, elle se sert de ce qu'il y a autour d'elle pour répliquer ça. Mais il faudrait que tu nous réexpliques. En fait, au moment où il y a le viol du démon, tu nous avais expliqué qui était Mia et d'où elle venait. Parce que pour moi, en fait, j'avais pas compris ça les fois précédentes où j'ai lu La Tour Sombre. Et donc, je garde ce réflexe musculaire presque que Mia, c'est une autre identité de Susanna. Parce que là, pour l'instant, c'est un peu comme ça qu'on nous le présente en tout cas. Complètement. Tu vois. Complètement. Et donc, du coup, on nous fait une grosse préparation. Exactement. Moi, j'ai pas encore intégré que, en fait, c'est je sais pas, c'est une sorte de démon ou d'esprit de femme qui est enfermé en elle et que nous, on voit comme si c'était une autre identité, mais où c'est pas si simple, quoi. En fait, il y a, je sais plus si c'est je crois que c'est un fantôme ou un démon, mais j'ai un doute là-dessus, mais on le reverra quand on arrivera à ce moment-là. Ouais. Mais en fait, c'est une âme perdue à Discordia, en fait. Ça fait partie des nombreuses âmes perdues de Discordia, et à un moment, quelqu'un est venu la voir en disant, tu veux être mère? Oui. Ok, on te donne la possibilité de l'être, mais l'enfant, tu nous le donneras. Et en fait, c'est le deal. Et du coup, elle se transforme en oracle dans le tome 1 pour baiser avec Roland et récupérer son sperme. Et ensuite, elle se transforme en démon de glace dans le tome 3, dans le Terre perdue, début Terre perdue, quand Jack arrive dans l'entre-deux-mondes, où effectivement, le démon de glace est en train de violer Susanna. Et ce faisant, en fait, il réinjecte le sperme de Roland dedans. Et en fait, ce démon-là, c'est la même personne, c'est Mia. Et en fait, la connexion qui est créée entre Susanna et Mia à ce moment-là et le fait que l'enfant grandisse en elle crée une vraie connexion avec Mia qui lui permet de prendre possession régulièrement du corps de Susanna. Oui, ok. Par la suite. Et complètement, parce que du coup, elle va reprendre même ses jambes. Ils vont mêler, en fait, leur corps. Parce qu'elle va avoir des jambes derrière, en fait. Quand elle va voyager Vadash, Susanna elle va avoir des jambes et tout. Mia, elle est... En fait, même Discordia, j'arrive pas à... Je sais plus ce que c'est Discordia, tu vois. Donc, je dis, Mia, elle est dans ce truc qui s'appelle Discordia et elle arrive à se connecter avec Susanna à distance pour... Ouais. Et pourquoi elle se connecte avec elle à distance, tu vois? Ça, je me dis... En fait, parce qu'à un moment, elle prend possession du corps de plus en plus du corps de Susanna pour l'amener en fait à la Sombra pour pouvoir accoucher. Pour moi, elle a été liée, je crois que c'est par l'homme en noir, elle a été liée à Susanna pour avoir cette espèce de contrôle, ou en tout cas elle infecte, on pourrait dire qu'elle infecte Susanna un peu au fur et à mesure. Je sais plus comment c'est fait, mais c'est fait naturellement en fait derrière. Et Discordia en fait, alors là je le dis de mémoire, enfin revoir ça quand on y arrivera, mais Discordia c'est le château où le roi Cramoisi était, et il a fait tuer tout le monde sur un accès de colère. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas celui-là. Ça, c'est le château qu'ils verront quand ils vont vers la tour. C'est un autre, le château de Cassosette, là, c'est ça alors. Je confonds. C'est pas celui-là.
Alors je sais plus, Discordia, j'ai confondu. Mais Discordia, je crois que c'est un enfer pour eux en fait. C'est un monde du dessous où tous les esprits retombent. Oui, c'est pas. C'est ok. C'est une espèce d'entité impalpable. Le Casse-Roi russe, c'est ça. Oui. Ok, d'accord. Ben, je relirai si vous voulez pour la prochaine. Je vais me le noter pour vous faire un point Discordia la prochaine fois. Ouais, parce que autant je suis d'accord sur le fait qu'elle soit perdue un peu à Discordia, mais pour moi, c'était plutôt une espèce de démon qui était coincé entre les mondes et qui a fini par reprendre un peu une espèce de consistance physique pour pouvoir participer à cette espèce de rituel étrange avec Susanna. C'était pas vraiment une âme perdue de Discordia ou un truc du style. Quasi sûr que c'est ça. Quasi sûr qu'elle était là-bas. Parce qu'en fait, elle décrit sa peine dans le tome 6, je crois. Elle décrit sa peine du froid et de la solitude qu'il y a là-bas, en fait. Qu'il y a personne. En fait, il y a plein de monde, il y a plein d'esprits, mais il y a personne. Et en fait, t'es seul, t'es dans le froid, t'es abandonné. Il y a tout un aspect de tristesse assez fort. Et elle le répète quand elle est en train de ken avec Roland, en disant « Me parle pas comme ça, là où je suis, il fait froid. Il fait froid et je suis seul. » Et il y a un truc ultra triste. J'ai les frissons en disant ça. Je trouve ça triste, en fait. Du coup, voilà. Ouais, on pourra en reparler à ce moment-là. Ouais. Soit la prochaine fois si tu veux, soit quand on y sera pour. Bon, on le fera plusieurs fois. De toute façon, j'ai dit dans un des derniers épisodes que le tome 6, c'est le tome à côté duquel j'étais passée parce que j'arrivais pas à comprendre ça en fait. Vu que j'ai une lecture qui est pas très attentive et que j'ai pas une très bonne mémoire quand je lis, vraiment et toi, le tome 6, c'est incroyable. Mais ouais, ça sera. Du coup, c'est bien, ça va me remettre d'équerre sur ces trucs-là et comme ça, dans 6 mois, je m'en souviendrai plus. C'est parfait. Est-ce que vous avez des trucs à dire sur le point 7 avant que je termine ? Non. Oui, je disais, c'est quand même fou que même là, Susanna retourne dans les drawers pour pouvoir se nourrir. Elle prend tout ce qu'il y a de crade. Les marées, tout, les rats, les trucs, les machins. Ouais. En fait, vraiment, elle est liée à ça tout au long de sa vie, quoi. Je trouvais ça triste. Voilà. Donc Roland continue d'assister à la scène que nous on connaît déjà du point de vue de Mia. Et donc je me dis du coup, on passe en fait, vu qu'on voit la scène de Mia par les yeux de Roland, est-ce qu'on voit la scène de Roland par les yeux de King ? Du coup, toi, je me pose toujours qui est le narrateur à quel moment ? En fait, on voit la scène de Susanna, pas de Mia. Non, on voit... du point de vue de Roland, on voit Susanna et en fait, on voit Mia avant. Oui, d'accord, ok. Oui. Je vois la différence. Quand il comprend que le banquet est terminé, il rentre avant Mia, il cache ses traces et c'est déjà la 3e fois qu'il assiste à ce type d'événement nocturne. Entre les suiveurs, Mia et le va-à-dash, Roland est un peu tendax. Heureusement, de retour au camp, les autres sont revenus. Il se couche et Susanna ne tarde pas à revenir, dans un fauteuil propre, comme s'il ne s'était rien passé. Mia se couche auprès d'Eddie, Roland sur le qui-vive du moindre geste. Mais la femme, Susanna désormais, embrasse l'homme sur la tempe et se couche. Ouais. Ce geste en dit long. J'aime bien. C'est marqué, ce qui est marqué. Ouais. Du coup, passage 8, pardon. Donc, Morehouse, puis d'une voix... C'est un endroit appelé Morehouse, puis d'une voix profonde et râpeuse, une voix d'homme, sans aucun doute. Elle se dit qu'elle n'allait ni à Morehouse, ni dans aucune autre maison. Ce qui la fit rire rauque. Aussi devait-il s'agir d'une blague. Aucun sens en français. Il n'y a pas de blague là-dedans. Ouais. Mais en anglais, ça a un sens. Parce que la blague n'a de sens en français. En fait, c'est Morehouse or no house. T'as plus de maisons ou pas de maisons. Ah oui, Morehouse. Oui, ou no house. Et en fait, c'est en 2 mots. Ouais. Je sais pas pourquoi là ils ont essayé de garder Morehouse, mais il n'y a pas de sens. Non, mais il faut mettre une note de bas de page. Tu vois, c'est ok de pas pouvoir traduire une blague, mais faut mettre une petite note de bas de page pour l'expliquer. Et ils l'ont fait sur le tome d'avant, ça, de mettre des petites explications de pourquoi sur des rêves qu'on comprendrait pas en français. Ouais. Et là, tu peux pas comprendre la blague. Il n'y a pas de sens à la blague en fait. Bah ouais. Bon, c'est pas grave, on vous saurez. Quoi. Et effectivement, elle écarta les cheveux du front d'Eddie et l'embrassa au creux de la tempe. La tendresse de ce geste en dit long au pistolero. Bah oui, tout le monde est Mehdi. Voilà. Toi aussi, tu lui ferais un petit bisou sur la tempe en t'écartant ses cheveux. Non dans le creux du cou, là. Est-ce que vous avez des choses à rajouter sur l'argument final, le prologue et les 3 premiers chapitres de la première partie ? Hop. Non. Très bien.
On peut donc se donner rendez-vous le 19 octobre pour l'épisode suivant qui sera le 33, dans lequel on lira les chapitres 4 à 7 inclus, donc 4, 5, 6, 7. On est à peu près sur le même nombre de pages qu'aujourd'hui, donc on devrait aussi tenir en moins de 2 heures. Fidèles auditeurs et auditrices, retrouvez-nous sur les réseaux et venez en parler avec nous sur Discord. Tous les liens sont en description de l'épisode comme d'habitude ou accessibles depuis stephenkingfrance.fr. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires, nous poser des questions. Spotify, YouTube, ça marche bien. Discord, ça marche. Les réseaux sociaux, tout ça, n'hésitez pas. Messieurs, merci pour cette rentrée avec vous et ce début de voyage avec vous. C'est toujours un plaisir. Merci à toi. De même, très partagé. Et je vous souhaite que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes. Et le double du compte pour vous. Lancez mon enregistrement. Moi aussi. J'ai lancé aussi. C'est lancé aussi, je crois. Très bien, on va faire un petit clap de rentrée. À 3. 1, 2, 3. Il paraît Isabelle passe à des boules rêves. Il a trouvé des baies. Ah non, pardon, oui, pardon. Des petits biscuits. Ah bah d'accord. Super. Il appelle ça des Shining. Mais putain. Oui, du coup, ils pouvaient plus mettre Shining, là, donc ils ont mis bout de rêve, et voilà. Ils ont plus rien compris, qu'est-ce qui se passe? Et je vous souhaite que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes. Et le double du compte pour vous. Je voulais faire la blague, mais je sais pas. Pareil, mais je ne sais plus le texte. J'ai hésité. C'était quoi? Je devrais dire 2 fois pour toi. Et 2 fois le compte, quelque chose. Enfin, bref. Et x2, voilà. x2 au carré. 2.